Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci de nous retrouver sur le plateau de Planète Food Santé. Et comme vous pouvez voir, le professeur Legrand, comme on n'avait pas pu finir la dernière fois, il est revenu, ainsi que Nathalie. Et cette semaine, ce mois-ci, on va parler d'alimentation végétale et puis de la problématique de la protéine animale. Et pour ça, aujourd'hui, on a donc invité Céline Lenné, qui est directrice du cabinet Alim Avenir et qui nous fera une présentation d'une vingtaine de minutes pour faire un petit peu voir quels sont les différents scénarios qu'on peut avoir autour de la protéine végétale. Je crois qu'on n'a pas besoin de présenter Céline, elle est assez connue, mais néanmoins, on pourra dire qu'elle a passé 10 ans à Futurible et qu'elle fait beaucoup de prospectives donc pour le ministère de l'Agriculture. Le professeur Legrand, qu'on ne présente plus, qui est directeur du laboratoire de biochimie nutrition à AgroCampus Ouest et qui nous avait parlé la dernière fois déjà de flexitarisme. Et vous êtes aussi expert au niveau de l'ANSES. Victor Coutard, un petit nouveau dans notre réseau, qui est auteur et journaliste et qui s'est formé à la ferme du Bec du Halouin. Il nous expliquera ce que c'est, à la permaculture. Et vous avez beaucoup voyagé, Japon, Italie, toujours pour voir un peu ce qui se passait dans les autres cultures. Et vous êtes surtout écrivain. Ah voilà, avant que je le dise. Et votre dernier ouvrage est le manuel du mangeur écolo et que vous expliquez que si nous arrêtions de manger des animaux d'élevage, ces derniers ne survivraient pas à l'état sauvage. Vous serez un peu notre regard extérieur sur ce débat et vous pouvez intervenir quand vous le souhaitez. Évidemment, je ne la présente pas, mon acolyte Nathalie Hutter-Lardot, qui est nutritionniste et gourmande, je le dis tout le temps, auteure et multi-entrepreneuse. Et je vous conseille tous pour les cadeaux de Noël d'aller placer votre commande sur la plateforme WOMUP. Vous avez fondé Évidence Santé, qui est une agence conseil en communication scientifique. Et une petite nouvelle que moi je connais depuis quelques années quand même, c'est Béatrice Maire, qui a la seule pâte à tartiner qui est Nutri-Score A. Je le précise, et qui est à base de fébrole et qui, après avoir été incubé ou accéléré au Toaster Lab, est maintenant sur la plateforme WOMUP. Je vous propose de commencer directement par la présentation de Céline, à qui je passe la parole. Et ensuite, je propose à mes invités de faire une petite réaction à ce qu'ils entendent de la part de Céline. À tout de suite. Merci Sandrine, bonjour à tous. C'est un plaisir d'être parmi vous. Ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas tous réunis. Alors, je crois que je peux passer à une présentation, c'est ça Sandrine? Ouais, elle est là, tu la vois? D'accord, elle est pas en première page, je crois, non? Alors attends, elle est là. Je vais revenir au début. Est-ce que vous voyez bien le titre Nouveau régime alimentaire? Oui. Ah oui, très bien. Ok, c'est bon. Alors, je commence tout de suite. Juste pour me représenter un peu brièvement, moi j'ai créé le cabinet Alim Avenir il y a 7 ans pour travailler sur la prospective de l'alimentation, du système alimentaire au sens large. Ça fait plus d'une dizaine d'années que je suis particulièrement cette tendance, on va dire, à la végétalisation des régimes alimentaires et tout ce qui se développe en termes d'alternatives aux protéines animales, pas seulement la viande, tous les types de protéines animales. Et je le fais plus particulièrement depuis 2014 dans le cadre de Vigie Alimentation, qui est un système de veille collaboratif et qui regroupe une trentaine d'organismes, d'entreprises ou d'autres types d'organismes, avec une étude annuelle, une veille mensuelle, des réunions trimestrielles, donc sur un certain nombre de 10 grandes tendances, mais notamment donc ces tendances sur la végétalisation des régimes et les alternatives aux protéines animales. Donc c'est vraiment un sujet que je suis de très près. Donc les membres du club dont fait partie Évidence Santé et bien d'autres encore. Donc pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, donc je vais présenter un panorama très rapide, vous m'excuserez évidemment, 20 minutes, ça sera un survol, mais essayez de donner un peu les termes de notre débat. On a effectivement des évolutions de régime alimentaire, mais il faut garder un peu en tête les ordres de grandeur, parce qu'on va parler beaucoup dans la presse des végétariens, surtout des véganes, qui effectivement font parler d'eux, certains par des actions un petit peu choc de communication, mais en fait il faut voir, comme vous voyez sur ces données qui sont une des enquêtes les plus fiables du CREDOC pour France Agrimaire, qu'on a des proportions quand même encore très faibles dans nos pays, entre 4 et 5% maximum au Royaume-Uni de végétariens. Et puis ensuite, on va rajouter les végétaliens et les véganes. Donc les véganes, ce sont ceux justement qui se passent complètement de produits animaux, vraiment même le miel ou d'autres types de produits aussi non alimentaires comme le cuir ou la laine.
et qui là représente que 1 ou 1,5%. Donc c'est vraiment très très minoritaire. Même s'il y a des évolutions, donc c'est pas vraiment un raz-de-marée végétarien. On peut pas dire qu'on va tous devenir végétariens du jour au lendemain. Même si après, il faut regarder plus précisément au sein des différentes générations. Et il est clair que chez les jeunes, ces proportions sont plus élevées. Dans certains pays, ça peut aller jusqu'à plus de 10%. Alors, par contre, ce qui est en train de se passer, et c'est ça qui est le plus important à prendre en compte, je pense, et dans notre discussion aujourd'hui, c'est qu'il y a effectivement une partie de plus en plus importante de la population qui se passe de manière volontaire de la viande ou qui réduit sa consommation de viande certains jours ou qui réduit les quantités. On le voit donc aussi dans un certain nombre d'enquêtes et puis dans le fait que les proportions de personnes qui consomment plus souvent des repas végétariens augmentent régulièrement, qui vont en consommer plusieurs fois par semaine, voire tous les jours. La viande n'est plus vraiment forcément centrale, en tout cas dans les repas. Donc, c'est pour aller très vite sur les régimes alimentaires, on pourra y revenir si vous le souhaitez dans les discussions et je pense que les autres intervenants y reviendront également. Maintenant, qu'est-ce qui se passe plus particulièrement depuis le début de l'année? Bon, je ne vais pas vous rappeler la situation sanitaire, vous la connaissez, mais en quoi ça a un impact sur le sujet dont on va parler aujourd'hui? Je dirais que ça a un petit peu encore accentué le phénomène. Parce que pourquoi il y avait ce phénomène donc, de réduction de la consommation de viande pour tout un tas de raisons? Le flexitarisme est avant tout motivé par des raisons de santé. Parce qu'il y a eu un certain nombre d'études et de médiatisation autour de ces études sur les conséquences d'une surconsommation de viande en termes de différentes maladies. Et en plus de cela, il y avait évidemment aussi une médiatisation sur les impacts environnementaux de la viande. Tout ça, c'est bien connu. Mais je dirais que la crise du Covid a rajouté encore une couche parce qu'on fait de plus en plus le lien entre élevage intensif et les épidémies. Et ça a été fait par beaucoup de scientifiques. C'est quelque chose qui est un peu établi, qu'il y a 60% des maladies d'origine infectieuse qui nous viennent des animaux et l'élevage intensif a tendance à multiplier un petit peu les risques. Et là, on peut se dire qu'il y a effectivement un lien qui apparaît assez évident. D'autre part, il y a aussi eu beaucoup de cas dans les entreprises de transformation de viande ou dans les abattoirs. Aux États-Unis, il y avait la moitié carrément des entreprises de transformation de viande qui étaient fermées vers le mois de mars-avril à cause des contaminations liées au Covid. Donc ça a mis encore une fois la lumière sur un certain nombre de problèmes, d'issues, on va dire, du secteur de la viande. Il y a eu tout un débat, d'ailleurs, beaucoup plus important à l'étranger que chez nous, sur le fait que ça devait vraiment, encore une fois, accélérer le passage à d'autres systèmes de production et peut-être donc d'autres types d'alternatives. Et c'est ça que je vais voir maintenant avec vous. Donc, dans les alternatives, on a déjà depuis presque une dizaine d'années maintenant des alternatives végétales, mais ce qu'on appelle ultra-réalistes, c'est-à-dire qu'elles imitent la viande dans ses codes, dans la texture, dans même le goût, la façon de les préparer, qui sont parfois vendues même au rayon viande. Ça a commencé aux États-Unis avec les startups Beyond Meat, Impossible Foods, qui sont aujourd'hui des startups qu'on va trouver dans tous les supermarchés, qui ont levé des milliards. Beyond Meat est introduit en bourse et Impossible Foods a aussi levé plusieurs milliards. Et des startups qui commencent à arriver chez nous, soit donc ces produits comme les produits de Beyond Meat, soit des startups même de chez nous, comme les nouveaux fermiers, qui ont fait pas mal parler d'eux depuis quelques mois, puisqu'ils sont en train de construire la première usine de ces substituts ultra réalistes en France, et donc une levée de bouclier aussi du fait qu'ils vont utiliser, encore une fois, ces codes de la viande, utiliser le terme de fermier, utiliser des termes reliés à la viande, et il y a tout ce débat autour des dénominations. Donc ça arrivait déjà sur le marché. La grande nouveauté aussi depuis 1 ou 2 ans, c'est que les grands groupes se sont vraiment beaucoup investis dans ce domaine, soit en rachetant des entreprises qui étaient déjà pionnières du secteur, soit en développant leurs propres alternatives. Et donc, c'est maintenant des produits, encore une fois, de plus en plus mainstream, donc qui imitent la viande, mais également les poissons, ou également dans le domaine des produits laitiers, comme le rachat de White Wave par Danone, donc tous les produits Alpro qu'on voit aussi très largement en magasin. Il y a également un autre phénomène, c'est que c'est en train de gagner la restauration rapide. Tout ce qui est Burger King, McDo, etc., là aussi, c'est bien parti et ça peut être un levier aussi considérable pour le développement de ces alternatives. Maintenant, les protéines végétales, ce n'est pas que ces produits ultra réalistes, mais aussi qu'on va souvent critiquer comme étant ultra transformés. Alors, effectivement, on peut reconnaître que certains de ces produits sont dans cette catégorie qu'on peut désigner comme ultra transformés.
Par contre, ce n'est pas le cas de tous et il faut aussi signaler qu'ils sont aussi en train de revoir leurs recettes, revoir leurs formules. Il y a un certain nombre de startups qui aussi se positionnent sur des créneaux de viande, du substitut à la viande, mais qui sont plus clean label avec des listes d'ingrédients plus courtes. Donc cette critique-là, on va dire, elle est un peu temporaire et elle correspond un peu à la première version de ces substituts. Et les versions qui arrivent vont sans doute répondre aux critiques qui leur ont été faites de ce point de vue nutritionnel. Mais outre ça, et donc outre ces substituts ultra réalistes, on a encore un immense réservoir d'innovation avec les légumineuses et avec les céréales. Vous voyez déjà un certain nombre de ces sources qui pourraient être utilisées et chacune a ses avantages, ses inconvénients, des avantages environnementaux qui sont variés, des avantages agronomiques notamment pour les légumineuses et ça, je pense que Béatrice tout à l'heure nous en reparlera. Donc la févrole notamment, mais encore d'autres. Et puis, donc, elles font toutes l'objet d'innovation, encore une fois, de start-up. Donc là, j'ai mis des exemples de start-up françaises, dont celle de Tartimousse qu'on va voir tout à l'heure, mais il y en a beaucoup, et à l'étranger, il y en a encore aussi énormément sur toutes ces sources de protéines. Il y a vraiment une effervescence en ce moment d'innovation, donc que des innovations qui vont imiter, encore une fois, les produits animaux, ou pas forcément, qui vont peut-être aussi avoir leur propre code. Maintenant, on peut évoquer un autre, un peu à l'autre bout du spectre, du côté vraiment justement beaucoup plus technologique. On en a parlé récemment, on va voir qu'il y a une actualité assez forte en la matière, de tout ce qui est viande, mais aussi parce qu'il y a des startups sur ce créneau-là, poissons ou même fruits de mer in vitro, qu'on appelle in vitro en France, qu'on va appeler cell-based ou cultivés également dans les pays anglo-saxons. Là, très rapidement, le processus, c'est que ça consiste à prélever des cellules souches. En fait, c'est le processus qui a été utilisé en médecine régénérative déjà depuis plusieurs années et qui donc a été adapté pour la production de viande pour consommer pour l'alimentation humaine. On prélève ces cellules souches, on les met dans des milieux de culture avec des nutriments, avec un certain nombre de choses qui peuvent être ou pas des hormones, mais ça, c'est pas systématique. On les fait se proliférer, se différencier, on les fait s'exercer pour constituer des fibres musculaires. Bon, je vais très vite. On arrive à avoir quelque chose qui représente des tissus, pour le moment, qui ne sont pas encore vraiment comme des vrais steaks. En tout cas, on est encore très, très loin d'un steak ou d'une entrecôte, mais qui vont assembler de telle ou telle façon avec ce qu'on appelle un échafaudage, va ressembler un petit peu soit à du steak haché, soit à des nuggets, par exemple pour le poulet, ou des boulettes de poisson pour le poisson. Donc voilà, ces produits, ils existent déjà. Il y a donc une actualité, comme je le disais, en la matière, puisque surtout en juillet, KFC a annoncé qu'il allait commencer à tester en tout cas à Moscou avec une start-up russe justement des nuggets de cellules cultivées. Et puis là, tout récemment, Singapour, qui est le premier pays à autoriser la commercialisation d'un produit qui a été cultivé en laboratoire, qui était celui de la société américaine Eat Just. Et on vient d'apprendre que la première dégustation va être faite après-demain, donc dans un restaurant de Singapour. Donc pour le moment, c'est pas encore dans les rayons des supermarchés de Singapour, hein, ça sera dans des restaurants haut de gamme. Ce sera sans doute à un prix quand même assez élevé. D'ailleurs, c'est aussi un hybride, c'est pas uniquement du poulet in vitro, il y a 30% de végétal. Mais voilà, on peut dire qu'on arrive à un stade quand même assez avancé. Puis il y a un certain nombre de startups, il y en a à peu près 80 dans le monde, et il y en a plusieurs qui sont sur le point d'avoir des pilotes industriels l'année prochaine, et d'autres pays qui vont probablement également autoriser ce mode de culture. Donc, on ne peut pas maintenant faire comme si ça n'existait pas, ça va arriver. Donc, c'est une technologie sur laquelle on pourra revenir aussi pour parler, si vous le souhaitez, dans les questions de ses avantages, de ses inconvénients. Il y a la question environnementale, il y a bien sûr la question de l'acceptabilité des consommateurs, et la question du coût. Il y a un certain nombre de freins encore, même technologiques, qui subsistent. Je voulais aussi parler d'un autre mode en fait de production de protéines, puisqu'on parle de l'agriculture cellulaire. En général, il y a l'agriculture aussi acellulaire qui consiste, là, par la biologie synthétique, à produire des protéines à partir de micro-organismes à qui on va donc faire comme une sorte de mini-usine. On va leur faire produire des protéines plus particulières, comme par exemple de la caséine pour faire des produits laitiers, ou aussi des protéines d'œufs, par exemple. Donc ça, c'est Perfect Day ou Clara Foods ou encore beaucoup d'autres également. C'est un secteur qui est également très, très actif, beaucoup de startups, ou également avec des mycoprotéines, donc à partir de champignons, de mycélium de champignons. Et là, il y a une société qui s'appelle Quorn, qui existe déjà depuis les années 90,
qui s'est aussi bien diffusé dans beaucoup de pays, mais il y a encore une fois une myriade de startups derrière. Et je voulais y insister un petit peu parce que c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, la viande in vitro, on parle beaucoup de la viande in vitro, c'est un peu spectaculaire, donc je comprends que ça fascine, mais je pense qu'il y a sans doute encore beaucoup plus d'innovations, de ruptures, et qui vont arriver beaucoup plus vite dans le domaine de la fermentation, donc c'est beaucoup plus à suivre. Je parlerai très rapidement des microalgues et des insectes qui, là aussi, sont des sujets très médiatiques, qu'on voit souvent, c'est un peu des marronniers. Pour vous dire, mais on pourra aussi y répondre un peu plus largement que moi, que c'est plutôt de l'avis vraiment de tous les spécialistes et de toutes les études qu'on peut lire, c'est plutôt pour faire des ingrédients qui vont être intégrés dans des petites proportions dans des produits, mais qu'en termes de protéines, pour remplacer véritablement les protéines animales, faire un peu de biomasse, ça paraît très peu probable pour beaucoup de raisons, pour des raisons de coût, des raisons d'acceptabilité, notamment pour les insectes, et puis surtout aussi les impacts environnementaux qui ne sont pas aussi formidables que ça peut paraître. Donc, encore une fois, la crise du Covid, elle vient accélérer cette tendance et on le voit dans les financements des investissements donc, qui ont été réalisés dans les sociétés qui travaillent dans ces domaines. Et je prends l'exemple ici donc, de ces trois domaines que sont les produits à base de protéines végétales, donc sur le graphique, les produits plant-based, c'est dans le monde entier, hein, les protéines issues de la fermentation, donc c'est en orange, et les produits de viande ou d'autres types de produits in vitro. Et bien, comme vous le voyez, bon, c'est quand même d'abord et majoritairement, les investissements vont d'abord dans les produits des protéines végétales, qu'il s'agisse de substituts ultra réalistes ou d'autres types de protéines végétales qui peuvent être utilisées. Et puis également dans la fermentation, et encore le graphique s'arrêtait, en fait, le calcul s'arrêtait en juillet 2020, et moi je fais une veille vraiment sur au jour le jour de toutes les levées de fonds et de tout ce qui se produit dans ce domaine, et il y a eu encore presque 500 millions de dollars qui ont été investis depuis juillet 2020, donc on est à un demi-milliard rien que sur la fermentation. Donc encore une fois, c'est vraiment un secteur à suivre, avec quelques produits qui sont déjà sur le marché, comme ceux de Perfect Foods que je vous ai montré juste avant. Donc à partir de toutes ces tendances et du fait qu'il y a tous ces investissements, il y a un certain nombre de prévisions qui tablent sur des prises de parts de marché très importantes de ces alternatives, que ce soit le cabinet Atticurnet dont on a beaucoup parlé, ou d'autres, par exemple la banque Barclays ou la banque UBS également, qui, à différents horizons, donc, estiment que ces alternatives vont vraiment remplacer les produits issus de l'élevage, donc jusqu'à 60% en 2040, par exemple, pour Atticurnet, avec des prévisions, entre guillemets, très optimistes sur, en tout cas, l'essor de la viande in vitro par rapport à ce qu'on sait aujourd'hui de ce secteur. Alors, la prospective, c'est pas de la prévision, c'est pas d'extrapoler juste des tendances, c'est de raisonner véritablement en système, en prenant en compte tout un ensemble de facteurs, donc des facteurs technologiques, il faut voir le rythme réel des progrès. C'est vrai, on va très vite pour certains cas, mais il y a encore des verrous, comme je vous disais, mais il peut y avoir des sauts technologiques, donc tout ça, c'est à prendre en compte. On a également, bien sûr, tous les facteurs politiques et notamment la réglementation. Aux États-Unis, en Europe, on n'a pas les mêmes critères pour autoriser des produits. Les politiques aussi de soutien, les subventions qui peuvent être accordées. Il y a un certain nombre de pays qui subventionnent, c'était le cas de Singapour, mais c'est le cas d'Israël ou d'autres pays qui subventionnent, par exemple, les startups de la viande in vitro ou de la fermentation. Bien sûr, les facteurs sociaux qui sont fondamentaux dans le domaine de l'alimentation, parce que l'alimentation, c'est un fait social total, hein, c'est pas seulement manger pour se nourrir. Donc, les questions d'acceptabilité des consommateurs et puis plus largement de résistance des acteurs, différents acteurs qui sont déjà impliqués dans les filières de protéines. Et enfin, les facteurs économiques, donc les coûts des investissements, donc les coûts de production, mais également le pouvoir d'achat, toutes ces alternatives, donc elles vont avoir des prix différents et qui vont faire qu'elles vont être plus ou moins attirantes pour les consommateurs. Et enfin, il faudra évidemment envisager les évolutions parallèles du secteur de l'élevage, parce que le secteur de l'élevage ne reste pas non plus sans rien faire et répond aussi à un certain nombre de critiques. Il y a beaucoup d'innovations également dans le domaine pour réduire l'impact environnemental, pour améliorer la composition nutritionnelle, etc. Le bien-être animal, qui est aussi un des critères, je n'ai pas cité, mais évidemment, qui pousse certaines personnes à consommer des alternatives. Donc, si ça bouge aussi assez rapidement, on peut freiner également l'essor des alternatives. Tout ça, c'est à prendre en compte. Donc, pour terminer, conclure et ouvrir surtout la discussion, et pour les réactions des autres intervenants,
Voilà, je ne vais pas vous détailler tous les scénarios qui seront présentés dans la prochaine étude Vigie Alimentation, mais on peut faire quelques ébauches. On va dire qu'il y a le premier scénario dans lequel toutes les alternatives restent une niche parce que la France est trop attachée à la viande, ça fait vraiment partie de la culture gastronomique française, nos habitudes, etc. Bon, voilà, c'est une hypothèse. On peut avoir de l'autre côté le remplacement progressif des protéines animales, que ce soit la viande, les produits laitiers, les œufs ou autres, et à terme une disparition peut-être de l'élevage. Donc c'était un peu ce qui est envisagé dans les prévisions que je vous ai montrées précédemment. Après, dans ce scénario, on peut encore décliner en faisant varier les parts de chaque alternative. C'est pas forcément tout viande in vitro ou bien tout protéine végétale. Donc ça dépendra de beaucoup de critères. Et puis aussi le type de produit, est-ce que ça sera des produits qui imiteront la viande ou d'autres types de produits, parce que peut-être que ces produits ultra réalistes ne sont qu'une étape vers une alimentation végétale plus simple, qui n'aura pas besoin de reprendre ses codes de la viande, par exemple. C'est encore un autre scénario. Et enfin, un scénario plutôt entre les deux, de diversification des sources de protéines. On appelle, souvent les nutritionnistes appellent à un équilibre en fait entre protéines animales et protéines végétales. Ça peut être avec d'autres sources de protéines encore. Et là encore, la part de chaque alternative, ça dépendra de différents critères. Mais ce que je voudrais rappeler, c'est que ces scénarios ne vont pas s'appliquer de manière uniforme sur toute la planète. Forcément, ils seront différents puisqu'on a des cultures culinaires différentes. Ils seront différents selon les pays et les régions du monde, et puis selon les cadres législatifs et selon l'évolution des régimes alimentaires. Donc, on peut très bien avoir dans un pays un scénario et dans un autre pays un autre. C'est déjà un petit peu ce qui se produit, et je pense que ce qui va encore se renforcer. Donc voilà, c'était surtout pour ouvrir la discussion. Je crois que j'ai écoulé mon temps. Je vais m'arrêter là, et surtout, je suis disponible pour répondre à toutes vos questions par chat ou bien tout à l'heure. Alors Céline, il y a déjà beaucoup de questions concernant, on en prendra, mais moi je me tourne tout de suite vers Victor, parce que je pense que ça a dû tout de suite lui parler, cette présentation. Et puis, qu'est-ce que vous en pensez? Une bonne viande ou un bon steak végétal? Alors, j'en pense beaucoup de choses. Merci pour cette présentation, c'était très intéressant. C'est sûr qu'en fait, je ne défends pas exactement la même vision, donc ça m'est un peu étranger, les steaks végétaux, les startups. Finalement, pour moi, en ce qui me concerne, en tout cas ce qui m'a poussé à écrire mon livre, c'est vrai que l'alimentation, c'est qu'un chaînon d'un ensemble de questions un peu plus vastes qui concernent aussi le rapport à la terre, le rapport aux agriculteurs, la valorisation des savoir-faire, les espèces anciennes, etc. Donc, c'est vrai que c'est ce que je disais quand on préparait cette émission. Pour moi, la question est moins de savoir si on mange de la viande ou on n'en mange pas, si notre culture on en mange ou on n'en mange pas, mais de savoir qu'est-ce qu'on mange en fait. Qu'est-ce qu'on veut manger? Est-ce qu'on veut manger un produit créé en usine, créé en laboratoire, ou est-ce qu'on veut manger le produit issu du travail d'un éleveur? Et dans ce cas-là, quel éleveur, quel animal, quel plant, quel produit, quoi. Du coup, voilà, ça m'intéresse parce qu'à la fois, je trouve ça passionnant et fantastique qu'il y ait autant de personnes dans le monde entier qui s'interrogent et qui essaient de trouver des solutions qui vont peut-être aider à changer nos systèmes de consommation. Après, j'ai l'impression que ça empêche aussi de penser à la question fondamentale de l'agriculture, du packaging. Par exemple, sur les photos que j'ai vues, il y a beaucoup de viandes qui sont emballées, qui sont sous cellophane, qui sont sous… Et voilà. Donc, c'est la première réaction que je peux vous donner. Bon, alors Victor, on a bien compris, c'est pas vous qui irez acheter du Vuna de chez Nestlé. Alors, Vuna étant un thon végétarien. Si vous voulez, par exemple, j'irai pas acheter chez Nestlé parce que je sais quelle importance et quelles conséquences peut avoir Nestlé sur la vie d'éleveurs un peu partout dans le monde. Donc après, c'est une sensibilité peut-être politique. Je serais très curieux de manger un steak végétal ou je crache pas dessus. C'est plutôt ce qui m'intéresse vraiment, et je crois que c'est aussi le projet de mon livre, c'est de ne pas se tromper d'ennemi. Je pense pas que ça soit ce qu'il faut, c'est qu'on change nos habitudes de consommation et qu'on ait une consommation plus réfléchie et qui aide les agriculteurs à bien vivre, qui soit bon pour notre santé et aussi qui soit bon en bouche, quoi.
Merci Victor. À tout de suite. Nathalie, sur la présentation de Céline, qui fait beaucoup parler. Hein. Céline, tu peux regarder dans le chat. Il y a beaucoup de questions déjà et qu'on en prendra en direct certaines. Nathalie, excuse-moi. Oui, oui. Alors, moi, je partage un petit peu la présentation de Céline qui est assez, qui laisse place à toutes les alternatives. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'en fait, hop, tu as des travaux chez toi, je vais t'enlever ton micro. Ah, c'est derrière. Je t'ai coupé ton micro. En attendant, attends, bouge pas, je le remets. Voilà. Et donc, je pense pour moi, encore une fois, comme souvent dans nos prises de parole, il ne s'agit pas d'opposer. Il s'agit de voir quel est le niveau de complémentarité pour que ce soit une meilleure décision globale, à la fois pour la santé humaine, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'aujourd'hui, tout le monde n'est pas concerné par un besoin de baisser sa consommation de viande, hein, parce que dans tous les pays, on n'est pas du tout à ce niveau-là. En même temps, tout le monde n'est pas concerné non plus par l'augmentation effectivement des produits végétaux, mais globalement, effectivement, ça pourrait être intéressant. Donc, pour moi, il ne faut pas exclure, et je pense que les prises de position aujourd'hui en disant il n'y aura jamais de viande in vitro en France, je ne pense qu'il ne faut pas dire ça. Je pense que peut-être sur je sais pas, des burgers qui n'ont aucune valeur ajoutée sur le terroir, ça peut être intéressant, tandis qu'on peut manger une fois par semaine de la viande d'un petit élevage à proximité qu'on va acheter très cher, mais on sait d'où ça vient, etc. Donc, je pense qu'il ne faut pas opposer, il faut arrêter d'opposer. Je pense qu'il ne faut pas non plus laisser tous les autres pays investir dans des filières sur lesquelles après, de toute façon, avec une économie mondiale, on n'aura pas le choix que de finalement voir venir sur nos linéaires et d'être des alternatives que consommeront peut-être nos enfants ou nous-mêmes. Donc, je pense qu'il faut aller regarder toutes les alternatives, comme le dernier slide est vraiment pour moi très intéressant. Et je crois que c'est Marie-Pierre Embrive qui a posé la question, est-ce qu'on est en train déjà de prendre du retard en France sur des investissements de certaines filières parce que je pense que ce serait dommage en fait de ne pas finalement optimiser. On a vu que les premières versions de produits qui sont des substituts de produits existants sont perfectibles. On voit aujourd'hui qu'il y a des nouvelles filières qui apparaissent. Donc, je pense qu'il faut aujourd'hui savoir quel est finalement le meilleur équilibre. Et je pense que le professeur Legrand va nous donner notamment des éléments parce que c'est finalement notre santé qui est intéressante parce que si toutes ces approches-là permettent d'améliorer notre santé, c'est très intéressant. Et après, d'améliorer la santé en fait de nos concitoyens, que ce soit en termes d'emploi, que ce soit en termes de paysage, parce que c'est pareil, il y a beaucoup. S'il n'y a plus d'animaux domestiques, c'est-à-dire les paysages ne seront plus les mêmes. Hein, il faut. Si je peux me permettre juste de préciser ce que j'ai dit tout à l'heure pour abonder dans ton sens, Nathalie. Moi, je pense qu'il vaut 1000 fois mieux manger un steak végétal plutôt que de manger de la viande de mauvaise qualité, de manger de la viande industrielle. Finalement, la vraie question est sur la qualité de ce qu'on ingère. Donc, je pense, moi, je ne suis pas un défenseur de la viande. Je ne dis pas qu'il faut manger de la viande. Je dis que si il faut en manger de la bonne. Et si on ne mange pas de la bonne, il vaut mieux trouver des alternatives. Donc, dans ce sens, je pense que c'est formidable qu'il y ait des initiatives comme celles qui ont été présentées par Céline. Ouais, sachant qu'en plus, juste pour finir, pour compléter, c'est ce que vous avez dit, Victor, tout au début, c'est que quel est en fait le niveau de protéines végétales et animales idéal dans notre alimentation? Parce que là, on va voir avec Philippe après, et là, je réponds à une des questions. La valeur nutritionnelle de la protéine animale n'a rien à voir avec la valeur de la protéine végétale. C'est d'ailleurs pourquoi on est obligé de mixer les protéines végétales. Donc, tout l'enjeu aussi sera là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un équivalent santé d'une protéine animale par rapport à une protéine végétale. C'est vraiment un mix. Donc, je pense que c'est comment faire ce mix qu'il va falloir faire de la pédagogie, comme depuis tout ce qu'on raconte sur la variété, sur les fréquences, sur les portions, c'est vraiment faire une pédagogie nous sommes omnivores, donc flexitariens, comment est-ce qu'on va travailler tout ça et comment on va pouvoir donner finalement une note à tous ces produits
comment ils vont pouvoir s'inscrire dans notre alimentation. Donc, je pense qu'il ne faut rien exclure. Il faut travailler à optimiser toutes les offres et ouvrir. Je trouve que les dernières années, on s'est concentré. On mange vraiment une alimentation qui est très peu variée. Il faut réouvrir. Et moi, j'étais ravie de découvrir des nouvelles. La févrole, franchement, je pense que j'avais jamais consommé de févrole et je trouve ça très intéressant. Donc, je coupe mon micro pour pouvoir laisser le micro des autres et Sandrine reprendre la main. Juste, je voulais préciser, on en parlait en off tout à l'heure, et quand tu parlais de variété de viande, la viande quand même qui est la plus consommée en France, mais je pense qu'on peut la dupliquer sur plusieurs pays, je pense que vous me validerez, c'est quand même le steak haché. Hein. Donc, en termes de qualité de viande, je pense qu'on peut un peu aller ailleurs. Parce que c'est là où le bas blesse, c'est que finalement, les Français qui sont toujours très fiers de leur culture gastronomique mangent de la mauvaise viande. La plupart, je pense que le professeur Legrand, je crois qu'on en parlait un peu avant, mais la plupart c'est surtout les jeunes qui mangent beaucoup de viande et mangent des viandes très transformées. C'est-à-dire que ce n'est pas une viande qu'ils vont acheter chez leur boucher avec une traçabilité, une lisibilité, une compréhension de ce qu'ils mangent. C'est des viandes qui sont hyper transformées, qu'on retrouve dans des plateaux préparés ou qu'on retrouve au restaurant. Ce qui est absolument terrible à tous les points de vue, d'un point de vue environnemental, bien sûr, mais aussi d'un point de vue du goût, puisque finalement, on ne sait plus ce qu'on mange, et ce qui donne envie vraiment d'arrêter de manger de la viande. Avant de passer la parole au professeur Legrand, parce qu'ensuite je questionnerai, juste en quelques mots, Béatrice, tu as pensé quoi de la présentation de Céline? Est-ce que ça t'inspire, hein? Alors voilà, j'ai remis mon micro. Alors moi, la présentation de Céline, donc à première vue comme ça, bien, quand je vois parler de viande cellulaire ou de steaks végétaux qui sont à base où on va ajouter des protéines de ceci, des protéines de cela, ça me fait pas du tout envie. Maintenant, je partage qu'il faut que chacun puisse choisir. Que je pense que rien n'est vraiment mauvais, mais après, voilà, je pense qu'il faut de tout, mais je suis d'accord qu'il faut aller le moins possible, enfin, pour moi, vers l'ultra-transformation et respecter le plus possible ce qui est naturel. Donc, voilà. J'ai envie de dire la protéine végétale, très bien, mais on la trouve à l'état naturel, justement, nous, dans la févrole. C'est ce qui fait, je pense, la valeur de nos produits. Et ça m'embête même presque de parler de protéines végétales parce que pour moi, c'est oublier tout le reste dans la graine. Pour moi, la févrole, c'est pas qu'une protéine végétale. Vous avez quasiment autant de fibres que de protéines. Vous avez l'amidon qui joue un rôle essentiel également. Vous avez ensuite tous les polyphénols, les antioxydants, enfin tout ce qu'on peut trouver dedans. Et je pense que voilà, chaque produit, c'est un tout. Et qu'est-ce qui va se passer si on ne mange que une partie, que la protéine? On va mélanger plusieurs protéines. Qu'est-ce qui va se passer si on mange des viandes cultivées en laboratoire? Je ne sais pas, je ne suis pas capable de le dire, mais moi, ça m'effraie un peu. Surtout qu'on a quand même notre ministre de l'Agriculture qui s'est élevé sur Twitter, Nathalie et moi, vous l'avez tout de suite voir, en disant jamais en France on aura de viande in vitro. Céline, tu peux nous confirmer, il y a des entreprises en France qui travaillent sur ce sujet, sur la viande in vitro? Ah oui. Oui. Il y a notamment Gourmet qui travaille sur une alternative au foie gras. Oui, il y a des startups en France, il y a des startups en Europe, il y a des startups qui sont financées par des programmes de recherche européens. Donc, il y a, même si ça n'a rien à voir, ça sans commune mesure avec ce qui est financé aux États-Unis ou en Asie, c'est quand même une technologie qui est explorée, on va dire. Mais visiblement, je pense effectivement au niveau politique, il y aura beaucoup de blocages en France ou dans d'autres pays. Là, les pays européens ne sont pas tous forcément sur la même ligne, mais il y aura beaucoup de blocages, c'est certain. Merci Céline. Professeur Legrand, une réaction à ce que vous avez entendu de la part de Céline, et puis ensuite on passera une petite vidéo et on parlera d'alimentation flexitariste. Alors en réaction, d'abord je suis content d'être là, je suis le scientifique de service, donc je peux doucher des enthousiasmes, mais en même temps, si je suis là, c'est parce que je crois beaucoup à l'innovation et que donc tout ce qui est de l'innovation, c'est un peu comme la recherche, c'est-à-dire on avance et puis après on corrige, donc quelquefois on se trompe et voilà. Donc c'est dans cet esprit-là que je vais maintenant jouer mon rôle de scientifique, quitte à un peu désarçonner. Alors le premier point, c'est les justifications. Dans l'exposé de Céline, je comprends très bien, c'est toute une liste potentielle d'aliments, donc elle est sans doute dans son rôle, dans son métier, etc. Tout ça, c'est très bien. Les justifications, il faut être très prudent. D'abord, le premier point, c'est que
tout est présenté comme une alternative aux protéines animales. Mais le débat nutritionnel, il n'est pas limité aux protéines, il est toujours côté produits animaux, parce que les animaux n'apportent pas que les protéines animales. Donc ça, c'est très important, parce que tôt ou tard, vous prendrez le pied dans le tapis, mais c'est mieux, ça n'enlève rien à l'intérêt de l'innovation, mais c'est mieux de le savoir. C'est-à-dire surtout de ne pas réduire le débat nutritionnel, je parle de la nutrition, je ne mêle pas d'innovation de marketing, aux protéines, parce que c'est faux. Quand on fait un cours sur la justification de l'omnivore, les protéines, elles arrivent loin, loin, loin derrière, B12, fer, calcium, iode, zinc, acides gras oméga 3 longue chaîne, etc. Donc c'est vrai que ça n'est pas le meilleur cheval pour justifier. Donc là, si vous voulez, je critique un peu les justifications, mais c'est normal parce que c'est pas non plus votre métier d'être un peu légère en justification. Donc surtout pas se limiter aux protéines, mais dire produits animaux, parce que sinon on va vous poser très très vite des questions et les gens sont pas plus bêtes que ça. Ils vont dire ah bah oui, mais en fait votre B12 là, elle n'est pas dans tous vos produits. Et puis est-ce qu'il y a du fer? Ah ben tiens non, on est tous carencés, en tout cas les femmes, 1 sur 2 quand même, c'est pas mal. Et puis oméga 3, bah, tous ceux qui vont dire bah, Alzheimer, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Donc attention à ne pas réduire. Ça n'enlève rien à l'intérêt de manger plus de protéines végétales. Ça n'est pas le seul point d'aborder le sujet nutritionnel. Ensuite, là, bon, je me permets un petit coup choqué, là, le lien avec le Covid-19, là, c'est franchement exagéré. Bon, c'est le scientifique qui parle. Hein. C'est franchement exagéré parce que toutes les grandes évolutions humaines ont été liées à l'accès aux produits animaux. Et il se trouve que là, bon, il y avait un pangolin, une chauve-souris ou je sais pas quoi. C'est surtout le mauvais élevage. Et vous trouverez très vite sur votre route des gens qui vont vous dire, ben, avec l'élevage intensif, il y a un truc qui n'existerait pas, c'est le passage des animaux sauvages sur les marchés dégueulasses de la Chine qui permettent ça. Alors que justement, dans l'intensif, une des tares de l'intensif, c'est de tout aseptiser, etc. Mais en tout cas, c'est pas jamais de chez nous, ni des élevages intensifs, que viennent les problèmes infectieux. Donc non, vous avez plein de choses à bien faire, peut-être les mêmes d'ailleurs, sans forcément aller chercher le Covid-19. Le problème dans les abattoirs, il a été très lié à la présence de main-d'œuvre étrangère vivant dans des foyers sociaux. Bon, tout ça, ça a été éclairé. Donc là, il ne faut pas aller chercher quand même des trucs à la limite du correct. Pour ce qui concerne le Covid-19. Voilà. Et cela dit, moi, je trouve ça passionnant, tous les produits que vous mettez sur le marché. Alors, bon, c'est le point principal. Je voulais dire qu'il y a des tas de gens qui travaillent, en particulier tous les collègues de l'INRAE, qui, disons, pour justifier de rééquilibrer la part, cette fois, du sujet protéines animales, protéines végétales, un truc à éviter, c'est de virer les produits animaux. Et le 50-50, bah, il traîne dans nos débats. Il n'est pas non plus facile à justifier. Ça pourrait très bien être 40 de protéines animales et 60 de protéines végétales. Mais il ne sera pas exclusivement lié au risque pathologique. Il intégrera forcément l'environnement. Ça, c'est clair. Parce que le risque pathologique, et c'est un autre point aussi, disons, dans la faiblesse du discours d'introduction, c'est que la viande ne tue personne. Attention, hein, elle a sauvé des millions de gens et elle en sauve toujours des millions par année. Et par siècle, ça monte en dizaines de millions. Il y a encore des gens qui paieraient pour avoir accès aux protéines, aux produits animaux. Vous voyez, même moi, je suis... Voilà. Les très gros consommateurs de viande, effectivement, prennent un risque santé, mais c'est une question de quantité. Si vous regardez la moyenne française, autour de 500 grammes par semaine, les problèmes n'arrivent qu'au-dessus de 600, 700. Donc, si vous voulez, vous ne toucherez pas forcément, et surtout si c'est les mêmes qui passaient de 200 grammes de viande par semaine à 0 ou à 10, ils n'auront pas de bénéfices santé, ils n'auront que des inconvénients. Par contre, les gros viandards, ben, ça va être dur à convaincre d'aller leur faire manger des steaks végétaux, mais c'est très bien que vous le leur proposiez, parce que c'est eux qui auraient un bénéfice santé. Donc attention de ne pas être imprécise sur la justification santé qui, pour l'instant, ne pose pas de problème. À l'échelle mondiale, la justification santé, c'est la disposition de protéines animales et de produits animaux pour tous les pays sous-développés, et ils nous les achèteront, donc ce n'est pas gagné qu'on diminue notre élevage, même si on mange. Voilà. Enfin, sur les scénarios, il y a des tas de gens, donc, comme Jean-Louis Perrault à l'INRA, qui travaillent sur l'aspect écologique, et là encore, bah, comme toujours en science, tout ce qui est exagéré est insignifiant. Et donc, la recherche de compromis sur la base de l'écologie, que ce soit les gaz à effet de serre ou la biodiversité, s'il y a un endroit par où elle ne passe pas, c'est par l'absence d'élevage. Et ça, par exemple, c'est facile à trouver. Hein. La diversité des sols, sans les animaux, les sols perdent toute leur richesse organique. Ils ne pourront plus contenir de carbone, qui, si on arrêtait l'élevage, serait relargué. L'entretien de la biodiversité, on a des expériences, par exemple le couloir de la plaine de Niort, là, quand il est passé de élevage à céréales,
la biodiversité a chuté de 50%. Donc ça, c'est des travaux INRA qui ne sont pas très connus au sens du grand public, mais qui sont d'une solidité à toute épreuve. Et puis, par exemple, les prairies, l'élevage utilise 70% de surface agricole. Donc, en fait, il y en a 37%, c'est déjà des endroits où de toute façon on ne pourra rien cultiver. C'est la pente, c'est des cailloux, c'est etc. Bon, je ne veux pas rentrer dans les détails parce que je sors de mon rôle, mais le scénario le plus probable sur une base scientifique, à la fois nutritionnelle, c'est mon rayon, et écologique, c'est le rayon de l'INRA, de l'INRAE, avec des gens très forts qui peuvent répondre à vos questions, c'est le 50-50. Clairement. Et là, on a la ligne de crête difficile entre le compromis nutritionnel, les besoins nutritionnels, et, semble-t-il, écologique. Pour ce qui concerne la nutrition, en tout cas, on peut diminuer la part des protéines animales si vous voulez, mais attention à ne pas trop diminuer la part des produits animaux. Voilà. Et puis, je voulais terminer sur la réaction de Nathalie qui dit qu'il faut réouvrir. On a fermé un petit peu, je ne sais plus comment elle a dit ça. Bon, je voudrais juste rappeler, ça fera le lien sans doute avec la question Sandrine après, faire de l'éviction nutritionnelle, c'est justement restreindre et fermer les champs entiers de la nutrition. Et donc, si on ouvre, et moi qui suis, j'espère, à peu près moderne, je suis d'accord avec toute votre innovation au sens de la proposition, c'est une ouverture, mais si elle est justifiée par de l'éviction par ailleurs, à ce moment-là, elle passe un petit peu à côté de ses objectifs. Voilà. Professeur, je ne peux pas passer la parole à Céline et ensuite à Nathalie et à Victor, parce qu'à mon avis, ce son-là, il a dû mieux l'entendre que peut-être tout à l'heure. Donc, dans l'ordre, Céline, Victor et Nathalie. Céline, je t'en prie, vas-y. Oui, merci. Je suis désolée si je me suis mal fait comprendre, j'ai peut-être parlé trop vite, mais bien sûr, déjà, premier point, moi, je ne suis pas du tout défenseuse de toutes ces alternatives, je présente simplement des tendances de consommation et d'innovation, hein, et je les évalue, et donc, bon, je passe très rapidement, donc c'est peut-être un petit peu caricatural, mais je ne suis pas forcément toujours, j'essaye d'être objective par rapport à ça. Par rapport au lien avec le Covid, c'est un débat en cours. Il y a eu beaucoup de publications scientifiques, hein, même signées par un certain nombre de scientifiques, pour dire qu'il y avait un lien, là j'ai fait un raccourci, mais entre élevage intensif, déforestation, perte de biodiversité et épizootie, fréquence des épizooties et donc épidémie. C'est un débat, comme pour d'autres débats scientifiques, il y a des pour et des contre, évidemment. Mais bon, ça nous entraînerait trop loin de rentrer dans ces détails-là. Et sur les conséquences sur la santé de la viande, je l'ai bien dit, c'était des liens sur la surconsommation de viande, bien entendu. Donc, en fait, on est complètement d'accord. Simplement, je peut-être me suis mal fait comprendre. Et sur le scénario, voilà, le plus souhaitable, ben, effectivement, que ce soit sur les questions nutritionnelles ou sur les questions environnementales, il apparaît assez évident, mais encore une fois, après, ce sont les modalités qu'il faudra un petit peu plus détailler, c'est-à-dire comment on arrive à ça, et ça, je pense que ça pourrait être intéressant qu'on discute maintenant de ça, comment on arrive vers des comportements alimentaires, justement, qui intègrent davantage d'autres sources de protéines, puisqu'il faut une complémentarité, hein, je crois que tout le monde est d'accord avec ça, et sous quelle forme? Donc, soit la forme, effectivement, des produits qui sont peut-être un peu trop ultra transformés, qui sont ni bons pour la santé, ni bons pour l'environnement, parce qu'il y a aussi des impacts énergétiques, des impacts en consommation d'eau, etc., à faire des choses trop transformées. Comment on arrive donc à d'autres modalités? Quel type d'innovation? Parce qu'on peut quand même faire de l'innovation sans faire des choses encore une fois, trop en rupture. Quel type d'innovation on peut mettre sur le marché à partir de ça? Et c'est ça, à mon avis, qui est passionnant. Avant de revenir à professeur Legrand et puis effectivement reparler des régimes alimentaires, excusez-moi, j'avais coupé le son. Avant de repasser la parole au professeur Legrand, j'aurais aimé avoir une réaction de Victor. Donc je pense que là, ce qu'il a entendu de la bouche du professeur Legrand était plus en adéquation avec votre mode de pensée, fort probablement. Alors pas du tout. Moi, je suis pas du tout. Peut-être que j'ai mal compris mais moi, je pense que la viande tue. Je pense que toutes les viandes ne se valent pas. Il y a des grandes différences en fait entre une viande bas de gamme achetée en supermarché et une viande qui va être réalisée par un producteur qui se soucie du bien-être de l'environnement et de ses bêtes. Je pense aussi que quand on dit que l'élevage détruit la biodiversité, de quel élevage on parle? On parle de l'élevage intensif. Il existe d'autres types d'élevage, notamment l'élevage extensif, qui est donc l'opposé de l'intensif, et qui, lui, est créateur de biodiversité. C'est là où tout le problème, c'est qu'on ne peut pas dire la viande et faire une généralité de la viande.
il existe de la bonne et de la mauvaise viande. Le prisme est très large. En écrasante majorité, la viande est mauvaise. Elle est mauvaise pour la biodiversité, elle est mauvaise pour la santé. Si ce n'est pas que la surconsommation, ce sont les modes de consommation qui importent. Quand vous mangez 500 grammes de viande, ou je ne sais pas combien de grammes par semaine, mais qu'elle est dans 2 pains brioché et entouré de ketchup, c'est mauvais pour la santé. Ça crée des problèmes qui sont absolument terribles. Et c'est un mode de consommation global. Par ailleurs, c'est mauvais et ça tue pas uniquement en termes biologiques et de santé directement liés à la viande, mais par la pollution que ça engendre. Par exemple, l'élevage porcin, qui détruit des nappes phréatiques, qui relâche des médicaments, les noms m'échappent, un peu partout. Il y a un coût pour l'environnement que nous payons tous les jours, qu'on paye pour notre santé, qu'on paye aussi avec nos impôts. Donc, moi, ce que je trouve effarant, c'est de mettre toute la viande sur un pied d'égalité. C'est pas vrai, là, à mon avis, et je crois que c'est un avis qui est partagé par d'autres et par des scientifiques aussi, la viande tue par le mode de consommation qu'elle représente. Et ça, c'est un grand danger parce qu'on a tendance à réduire le débat à pour ou contre la viande, végétarien ou carnivore. Je pense qu'on se trompe de débat. La question, c'est de la qualité des aliments qui est primordiale. Et la qualité des ingrédients, c'est aussi la qualité de l'agriculture. Et cette agriculture, elle peut être créatrice de biodiversité ou la détruire. Et on sait que l'élevage intensif détruit la biodiversité et en fait tue tous les jours des gens. C'est pour moi un constat de base. Nathalie, tu voulais prendre la parole avant qu'on repasse à professeur Legrand. Tu voulais dire quelque chose sur ce que... C'est un débat mais hyper intéressant. Je pense qu'on a tous les ingrédients pour continuer aussi ce débat. Je pense qu'on peut pas dire la viande tue comme ça. C'est de la même façon on peut pas dire le sucre tue, la viande tue. En fait, il faut préciser. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a vraiment besoin de pédagogie. C'est quoi de la viande? Qu'est-ce qu'on appelle viande déjà? Parce que nous en France, la viande c'est un morceau de bœuf. La viande, c'est peut-être du poulet pour certains autres. Donc déjà, il faudrait qu'on précise. Donc je pense que tout le travail qu'on fera derrière, c'est d'essayer de faire une espèce de feuille de route. C'est quoi aujourd'hui une bonne, un bon équilibre pour à la fois la planète, pour à la fois notre santé. Et on peut pas réduire à des phrases chocs comme la viande tue. Je pense que le manque de diversité, le manque d'activité physique va tuer mais depuis un certain nombre d'années, la viande nous a sauvés. Donc, comme le disait le professeur. Donc, je pense qu'on peut recentrer déjà le débat maintenant sur c'est quoi le régime, on ne peut pas idéal parce que ça n'existe pas, mais quel est le meilleur régime en termes de variété pour nous, êtres humains. Donc là, je pense qu'on peut repasser la parole à Philippe, donc redéfinir ce que c'est le fameux flexitarisme ou en tout cas le régime omnivore, et puis après de voir dans chaque case quelle est la meilleure offre, qui est un bon compromis entre justement la biodiversité, le coût, parce qu'après vient aussi une histoire de coût par rapport à toutes les alternatives qu'on a. Aujourd'hui, on préfère manger pour 5 € et acheter autre chose beaucoup plus cher, donc il y a aussi une question de choix. Quelle est la meilleure alternative après à l'intérieur de toutes ces cases? Et le 50-50, Philippe, tu parlais de 50-50 protéines végétales, protéines animales. Hein, on est bien sur les protéines là. Ah oui, tout à fait. On n'est pas à 50% de viande versus 50% de végétaux. C'était un des scénarios, c'était le 3 finalement. Voilà. C'était le scénario 3. Et disons qu'il est assez crédible sans être non plus gravé dans un marbre démonstratif qui n'existe pas. Hein. Ça pourrait même être plus bas. Dans ce cas, je propose quoi? Ça peut être effectivement de la bonne viande plus locale dans des élevages intéressants et les 50% végétales, des alternatives moins ultra transformées. Donc tout ça nous amène effectivement ce que tu disais Philippe, c'est l'innovation oui, mais pas n'importe comment. Ouais, il faut absolument, pour vous qui êtes tous des professionnels, il faut absolument bannir ce discours bon ou mauvais qui n'a aucune chance d'aboutir. C'est ça qui me choque chez Victor. Il n'a aucune chance d'aboutir parce que c'est forcément tellement réducteur que vous aurez les inconvénients des deux côtés de ce que vous créez comme résistance. Donc, ça n'a pas de sens. Une viande ne tue pas plus qu'un légume. Parce que tuer, ça veut dire des choses pour un scientifique. Ça veut dire soit c'est toxique, soit la dose est excessive, en gros.
C'est-à-dire, si je suis un gros viandard, que je mange le gras du jambon, etc., c'est pas la viande qui m'a tué, c'est ma consommation. C'est-à-dire, il y aura hypertension, il y aura trop de sel par la charcuterie, etc., etc. Donc finalement, attention de ne pas être populiste. Je pèse mes mots. Pour Merci. dire, attention, dans le jambon, c'est pas le jambon, c'est le consommateur. Alors après, on peut voir ce que proposent les industriels en termes de portions, etc., etc. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose dans la viande, dans le domaine non toxique, c'est-à-dire nutritionnel, qui tue? La réponse est non, il n'y a rien qui tue. Il n'y a pas plus de choses dans le végétal que dans la viande qui tue. Tout dépend de la consommation. Et je suis juste, en revanche, dans la toxicologie, y a-t-il, parce que ça s'aborde comme ça, la science, c'est pas de l'émotion. Et dans la toxicologie, c'est pareil, y a-t-il des produits toxiques? Il y en a dans les végétaux, il y en a eu dans la viande, et donc là encore, ça s'étudie, il y a des agences, il y a des scientifiques, et donc je pense que c'est pas rendre service à la société que d'avoir une approche très émotionnelle de type bon ou mauvais, parce que dans le fond, c'est condamné à disparaître. On connaît aussi cette réponse qui consiste à décrédibiliser la personne avec qui on débat en parlant d'émotion et en se posant sur le piédestal de la science. Vous êtes scientifique, je ne vais pas vous apprendre qu'on ne gère pas une étude uniquement sur la viande. On parle d'une situation complexe qui englobe également la pollution qu'elle engendre, qui englobe également des problèmes autres que la consommation de viande. Donc, bien sûr, mais si c'est complexe, ça peut pas être bon ou mauvais. D'être considéré après une intervention de populiste, je trouve que vous vous cachez derrière votre titre de professeur si vous n'allez pas me faire croire qu'une viande, une tranche de jambon plein de nitrites de chez Fleury Michon a les mêmes qualités nutritionnelles qu'une viande de jambon Quintoa élevée dans le Pays Basque. Si vous me dites ça, vous vous opposez à certains de vos confrères, et dans ces cas-là, je crois que le débat est ouvert et surtout pas arrêté. Professeur, on va passer peut-être sur la titre. Je dis simplement que comme c'est compliqué, tout ce qui est simple est louche. Voilà, non mais je suis assez, voilà, donc on pourra compléter un peu, on pourra refaire un zoom justement sur ces qualités. Victor a raison quand il dit c'est compliqué, mais c'est son résumé bien ou mal qui jure avec le fait qu'il a visiblement bien compris, surtout dans le domaine de l'agriculture, mais que c'était compliqué, vous sembliez très, très, très équilibré pour ce qui concerne la vie paysanne, etc. etc. Oui, la viande tue, ça n'a pas de sens, quoi. La viande ne tue pas, ça n'a pas de sens non plus dans ces cas-là. Parce que c'est la question qui nous réunit ici, c'est de savoir finalement quelles sont les meilleures façons de consommer pour notre santé ainsi que pour l'environnement. Donc, soyez gentil de ne pas résumer mon propos aux dernières phrases que j'ai dites sans pour autant faire de même avec votre propos. C'est comme ça que vous aiderez mieux la société. Voilà. C'est pas, là, on n'est pas dans un débat de personnes. L'idée, c'est bien sûr. quelle est la meilleure solution pour faire le 50-50. Donc, je pense qu'on est à peu près tous d'accord. Est-ce qu'on peut mettre peut-être la petite voilà une petite vidéo et puis ensuite, on va reparler un petit peu régime. Il est déjà 18h, donc après, on fera Béatrice et puis… Oui, absolument. La définition de l'omnivore, c'est de manger tout. Tout, c'est principalement manger des végétaux, manger des végétaux, manger des animaux, toutes sortes d'animaux. Puis la nuit des temps, l'homme est omnivore. Il s'appelle même opportunivore. Ça fait 2-3 accès à tout. Eh bien, ça fait 2-3 siècles qu'on démontre que l'accès aux produits animaux a solutionné toutes les grandes mortalités nutritionnelles. Comme d'ailleurs, l'accès aux produits animaux était associé les temps préhistoriques. Donc voilà, c'est naturel, c'est la garantie d'un optimum de santé, surtout pour les petits. Alors, manger équilibré, ça veut dire faire correspondre ses besoins et ses dépenses, c'est-à-dire d'abord l'aspect quantitatif. Maintenant, équilibré qualitatif, ça veut dire évidemment manger de tout pour être sûr de garantir les apports dans tous les nutriments requis. On ne peut pas dire qu'il y ait de mauvais aliments. C'est surtout ça qu'il faut souligner. Mais il n'y a pas non plus un aliment qui serait parfait, puisque les aliments sont tous plus ou moins déséquilibrés. Par exemple, une huile, c'est 100% de gras. Bon, on ne peut pas considérer que ce soit la base de l'alimentation. Et pourtant, on en a terriblement besoin. Donc la notion d'équilibre, elle vient plus de son éducation alimentaire et de son menu, l'équilibre, à partir d'aliments
dont l'agencement permet l'équilibre, mais dont chacun n'est pas forcément un modèle équilibré. Alors, l'homme est omnivore, et donc faire de l'éviction, éliminer des pans entiers de la nutrition, c'est une prise de risque. Alors, la prise de risque est proportionnelle à la taille de l'éviction. Les nutriments qui poseront le plus de problèmes sont évidemment ceux qui ne sont pas synthétisés par le végétal, on peut citer la B12, ceux qui ne sont pas synthétisés, ne sont pas présents en quantité suffisante ou disponible chez le végétal, par exemple le fer, la vitamine A, l'iode, le zinc, ainsi que les acides gras oméga 3. Donc tout ça posera problème si effectivement on fait de l'éviction de produits animaux. On peut associer aussi, si on fait de l'éviction des produits laitiers, il y aura un problème de calcium. Et donc, dans tous les cas de figure, que pour être sûr de ne manquer de rien, eh bien, il faut manger de tout. Dans les faits, c'est-à-dire l'analyse scientifique, un flexitarien, c'est un omnivore. Un omnivore, c'est quelqu'un qui mange tout, et un flexitarien, c'est un omnivore qui se pose des questions de dose. Et il trouvera toujours un dialogue avec les scientifiques, puisque finalement, faire de la nutrition, c'est se poser des questions de dose pour apporter l'optimum de nutrition. Il y aura plaisir gustatif, parce que faire de l'éviction, c'est aussi se priver de saveur. Donc, plaisir gustatif, et puis convivialité également pour partager, parce que le repas ne doit pas non plus être une obsession un petit peu triste, et que donc, la convivialité fait aussi partie des caractères qui assurent un bon équilibre de bien-être dans le cadre nutritionnel. Ton micro, Excusez-moi, j'avais coupé mon micro. Je voulais vous poser une question qui était issue du panel et qui parlait de cette protéine végétale ultra transformée. Quelle est votre position sur le sujet? tu posais la question à qui Oui, professeur Legrand. On n'a pas entendu le début de ta question, c'est pour ça. Ah, je disais, je vous posais une question qui arrive du panel et qui fait suite à la présentation de Céline et qui parlait de cette première génération de produits végétaux qui arrivaient, qui étaient ultra transformés. Quel est votre avis sur le sujet? Qu'il est, disons, judicieux d'envisager de réduire les protéines animales, un agencement. Alors c'est plus compliqué parce que comme on ressemble plus à un cochon qu'à une pousse de soja, la composition des protéines animales correspond à ce que notre génome demande au moment où on synthétise de manière séquentielle les protéines de nos muscles et de nos besoins. Donc déjà, il faut agencer céréales et légumineuses. Donc c'est vrai, imaginez un végétarien qui ne sait pas qu'il faut agencer céréales et légumineuses. Ben, si vous faites un truc déjà prêt, ce sera fait. Donc c'est un service rendu d'une certaine façon comme un plat préparé. Donc cette idée-là, scientifiquement, elle est tout à fait recevable. La plupart savent qu'il faut légumineuses et céréales, parce qu'il y en a une qui est lancée en lysine et l'autre en méthionine. Bon, donc le fait d'agencer, moi ça me choque pas, c'est une forme de menu. On aime bien, on a comment dire, un cuisinier fait de la cuisine, c'est-à-dire il participe à notre équilibre alimentaire du jour. Si en amont un industriel, parce qu'il s'agit bien d'industriel, fait une sorte de produit végétal, bon, peut-être pas qui s'appelle steak, mais ça je m'en fous, c'est du juridisme. Il l'agence, donc il rend un service finalement. Il élabore en mélangeant des céréales et des légumineuses. Bon, voilà. Si après elles sont indigestes parce qu'il y a trop de fibres et que du coup on perdra en micronutriments et s'il y a un traitement qui est bon, etc., on fait finalement pour le végétal ce qui a été fait sur d'autres produits. Mais finalement, reste le débat naturel, moins naturel, qui, moi, du point de vue nutrition, ne me touche pas trop. C'est juste qu'il ne faut pas se tromper de client. C'est-à-dire, pour moi, le mélange de ces structures-là ne pose pas de problème, puisque la toxicologie, elle est verrouillée par la prudence des agences, etc. Il y a toujours des petits problèmes à régler, mais en gros, on n'a jamais mangé aussi safe en termes de sécurité. Et par contre, si la population qui est attirée vers un petit peu plus de produits végétaux est aussi celle qui est prête à accepter un petit peu plus de technologie, du coup, vous avez de beaux jours devant vous. Si par contre, ils ont dans la tête que la naturalité, eh bien, quelqu'un va leur dire forcément, et moi, je vendrais des viandes, je leur dirais, attention, hein, dans une viande, qu'est-ce qu'il y a de non naturel? Il n'y a plus rien, comme dans un beurre, c'est de la crème de lait touillée. Il n'y a pas plus artificiel qu'une margarine par rapport à un beurre. Et donc, si on raisonne comme ça, la seule limite à ces produits végétaux composés, là je fais totalement confiance, ce sera à l'R&D,
ce sera bien composé, ça suivra ce que nous on dira en nutrition, ça va même rendre service à des gens qui sinon feraient des maladresses de type éviction ou oubli des céréales, etc. Mais si dans leur tête, par contre, d'un seul coup, ils réalisent qu'il y a 15 000 opérations unitaires, alors que finalement, dans le beefsteak haché, il y a quand même que le fait de hacher, eh ben, vous risquez de perdre des clients. Donc, c'est ça qu'il faut analyser de manière très fine et je suis sûr que tout le monde en est capable. Voilà, donc il n'y a rien qui me choque là-dedans. Le titre de notre webinaire, c'était Demain, tous végétariens, une réalité. On avait parlé lors de notre dernier webinaire de la problématique des régimes restrictifs. Qu'en est-il du point de vue de la science, hein? C'est-à-dire, est-ce que vraiment on pourrait tous devenir végétariens et ne manger que des produits végétaux? À condition d'avoir plein de compléments alimentaires. Donc là, disons, entre guillemets, c'est contre nature, puisque la démonstration depuis 2 millions d'années nous montre que à chaque fois qu'on a eu accès aux produits animaux, on a vaincu des dizaines et des dizaines de millions de morts infantiles, vieillards, etc., sur des bases, alors pour le coup très scientifiques, avec 2 siècles de littérature, les 2 derniers, 20e, 19e et un tout petit peu 18e, de littérature le démontrant que l'objectif de toute la société, c'est d'avoir accès, depuis la poule au pot de Henri IV jusqu'à un minimum d'œufs et de produits laitiers. C'était le luxe absolu et ça résolvait toutes les carences. Vous pouvez toutes les regarder, elles sont toutes de ce type-là. Et donc, ça, c'est le bon sens. Et je veux dire, c'est la science et le bon sens. Maintenant, les choix philosophiques, ça ne se discute pas et ce n'est pas moi, scientifique, qui vais les discuter. Quand quelqu'un dit « moi, je veux m'alimenter de telle et telle façon », vous retrouverez le scientifique qui, quelque part, va être un peu triste, qui s'assoit sur des siècles et des siècles de millions de morts, mais qui va aussitôt faire ce que vous-même vous allez faire pour vos protéines végétales, c'est-à-dire éthiquement, c'est de proposer des compléments, c'est-à-dire le médecin, mais sur la base de nos travaux scientifiques, va dire il vous faut absolument des gélules de B12. Si vous êtes une femme, il va falloir manger du fer. Si vous avez passé tel âge, il va absolument vous falloir des oméga 3 issus du poisson si vous n'en voulez pas, etc. Et donc la liste s'allonge en fonction de l'importance de l'éviction. Par contre, sur le raisonnement, donc on est là pour aider ces choix-là, même si scientifiquement on a du mal à les cautionner, mais on ne va pas s'amuser ni à se moquer, ni rien du tout. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que dans nos laboratoires, on trouve sans arrêt des interactions et à chaque fois, la solution la plus facile en santé, la plus facile en temps, la plus facile en coût, parce que ça coûte cher finalement d'avoir à faire son marché, etc., etc. Tout ce qui a rendu service à nos grands-parents, c'était de dégager du temps aussi pour faire autre chose. Donc, disons que ça s'analyse dans la société, c'est pas ma spécialité, mais ce dont on s'aperçoit, c'est qu'à chaque fois, et ça tous les jours, pas pour découvrir des nouvelles vitamines, mais pour dire, tiens, il y a une interaction entre l'acide myristique du lait et finalement la disponibilité des oméga 3 pour le cerveau. On l'a dans nos laboratoires. Alors on se dit, ah ben, ceux qui font toute l'éviction des produits laitiers, il va falloir leur en redonner d'une autre façon, du DHA par exemple. Et donc la facilité, c'est effectivement de manger tout. Et la liste s'allonge. Or, il faut 15 ans pour qu'une liste scientifique passe dans le monde médical, parce qu'évidemment, il n'y a pas mort d'homme dans l'immédiat, sauf dans des cas de véganisme pour les petits-enfants, etc. Donc, il n'y a pas mort d'homme, donc ça va prendre du temps. Mais du jour où ces gens-là vont s'apercevoir que finalement, ils ont eu quand même un déficit en calcium et ils auront une fracture du col du fémur ou une ostéoporose féminine à la chute des hormones, ben ça, on a bien quand même, ça c'est bien documenté. Et donc, finalement, intellectuellement, c'est simple, très très simple à comprendre que pour être sûr de ne manquer de rien, et comme je dis aux étudiants, la liste, vous l'aurez pour aider un végétarien, pour aider un végétalien, mais comme elle est incomplète, comment faites-vous pour complémentariser des choses que nous-mêmes en recherche ne savons pas encore et qu'on découvrira dans 5-6 ans? La réponse du principe de précaution dont nos sociétés aiment tant pavoiser, sur lequel on aime tant pavoiser, ce qui est normal, ben, la réponse purement intellectuelle, c'est de dire, pour être sûr de ne manquer de rien, il faut manger tout. Et dans ce cas-là, je rejoins Nathalie, plutôt que de fermer, il faut ouvrir. C'est pour ça que tout ce qui est algues et insectes, c'est forcément des pistes tout à fait passionnantes. Voilà. Et puis je termine sur un trait d'humour. J'ai appris aujourd'hui, en vous écoutant, je ne sais plus laquelle, que les micro-algues sont des marronniers. Alors là, c'est quand même une très belle idée, une très belle histoire d'avoir marronnier au sens du sujet. Je crois que c'est Céline qui a dit ça tout à l'heure. Les micro-algues sont des marronniers. Alors effectivement, tout en disant que les micro-algues et les insectes, leur problème, c'est la quantité. Et effectivement, c'est petit, mais si ça devient des marronniers, alors... Je suis assez d'accord avec Céline. Quand j'ai commencé ma carrière marketing il y a très longtemps, on parlait déjà des sucettes aux insectes qui avaient été découvertes, je ne sais plus dans quel pays. On nous la ressort tous les ans. Donc c'est en ce sens-là qu'on dit que c'est le marronnier de l'innovation, ces fameuses sucettes aux insectes. Pour l'instant, je n'ai pas encore vu de gâteau chez mon pâtissier avec des insectes, mais effectivement, introduire une part d'insectes en termes de farine en alternative
c'est à mon avis, voilà, parce qu'il y a effectivement l'acceptabilité également de culture. Merci Chez pour une grande votre marque idée. de café américaine, on a déjà des insectes Ouais. dans les Merci Philippe, préparations. c'est super intéressant et on voit que Donc, omnivore flexitarien, c'est synonyme pour moi. Donc, tout dépend du mot flexitarien. Dans une autre enceinte, on réfléchit entre chercheurs de différents horizons. On va peut-être l'appeler le nouvel omnivore. Le nouvel omnivore, c'est celui qui se pose des questions de quantité, pour pas être caricatural en quantité dans certains pans de la nutrition, mais qui garde à l'esprit que plus il mangera varié, moins il aura de problèmes. Voilà. Et puis, sous-entendu aussi, avec des soucis d'environnement qui on sera sur une ligne de crête qui sera longue à définir, évidemment, mais dont déjà le message, c'est éliminons, si possible, les discours caricaturaux. Toujours pareil, parce qu'on ne rend pas service à personne sans stigmatiser qui que ce soit. Avant de prendre des questions, Nathalie, j'aimerais que tu nous présentes Béatrice et au travers de la plateforme WOMUP. Oui, tout à fait. Donc exactement ce qu'on a dit aujourd'hui, nous, on cherche à ouvrir et à ne pas opposer justement, à rendre toutes ces alternatives complémentaires et à choisir finalement les alternatives en connaissance de cause. Et donc, sur WOMUP, qui est une plateforme qui est très contente ce soir de voir la mixité de notre débat. Comme quoi, quand on veut trouver des femmes compétentes, on en trouve. C'est une question de volonté, je pense, c'est tout à fait ça d'ailleurs. Et donc, WOMUP vise à mettre en lumière l'entrepreneuriat au féminin et à proposer en fait une visibilité sur une boutique en ligne de leurs produits. Parce que la meilleure façon finalement de faire progresser, c'est de proposer à la vente les produits. On n'a pas besoin d'aide caritative. Donc voilà. Donc sur la partie, donc on a 4 univers: les boissons, les aliments, la cosmétique et tout ce qui permet d'améliorer l'activité physique. Sur la partie alimentation, on a sélectionné un certain nombre de produits et Béatrice fait partie des premiers produits qu'on a mis sur la plateforme. Donc si vous avez autour de vous des femmes et qui ont co-créé avec leur maman, avec leur fille, avec leur mari, avec leurs associés des produits, n'hésitez pas à nous les envoyer. On les référence sur la plateforme et après on les met en avant. Donc Béatrice nous a envoyé ces produits. Donc nous, on sélectionne des produits qui sont à la fois bons pour notre santé parce qu'on pense que justement c'est cette diversité qui est intéressante et qui également s'intéresse un petit peu à ce qui passe autour de la planète, c'est-à-dire d'essayer d'avoir la meilleure alternative parce que je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas qu'une réponse. Donc, dans ces idées d'alternatives végétales, ce qu'on trouvait intéressant, c'est justement d'aller rechercher des céréales, d'aller rechercher des légumineuses qui sont intéressantes et de les faire revivre, de les réimplanter ou en tout cas de leur trouver des produits qui peuvent être intéressants. Donc, c'est comme ça qu'on a entendu pour la première fois parler de Févrole. Et donc, Béatrice va nous raconter son histoire et je vous invite à aller sur WOMUP Marketplace et commander ces produits qui sont vraiment délicieux, que ce soit les soupes ou les pâtes à tartiner. La soupe est vraiment délicieuse aussi. Donc, des alternatives qui peuvent permettre finalement d'atteindre le fameux 55 ans qui plaît bien à tout le monde. J'ai un souci, Béatrice, avec ta présentation. Elle n'arrive pas, mais je suppose que tu sais présenter graines de choc sans la présentation. Je comprends. Je sais pas pourquoi elle monte pas. Moi, je peux pas faire de partage d'écran. Si. C'est possible. Je serais pas. Ah, c'est peut-être partager un média. Ouais, peut-être. Si on enlève une personne, Sandrine, c'est parce qu'on est 6. Non, pour partager un média, c'est. Pour partager un média, il faut être 5. Donc, si tu veux, je descends de la scène. Bah bon, bah vas-y, mais je pense pas que ça change quelque chose. Non, ça change rien. Attends, je suis pas encore partie. Enlève-moi de la scène. Mais je ne pense pas que ce soit ça le problème. Non, je pense que c'est la taille du fichier qui pose un problème. Il était lourd. J'essaye. Et puis sinon, tant pis, je pense que tu la connais par cœur. Oui. Il faut que le fichier soit ouvert dans une de vos fenêtres avant de le partager. Oui, par contre, il est ouvert, mais j'ai pas cette option-là. Il me demande de le coller dans le. Non, je crois que. Je n'ai pas l'option de partager l'écran. J'ai juste partagé un média. Bon. Non, j'arrive pas à la passer.
Je sais pas pourquoi. C'est juste qu'il y avait c'est dommage, il y a des trucs intéressants. Mais on l'enverra mettra on l'enverra aux Bon, je personnes. bon. Voilà. Hop, je lève ça. Voilà. Voilà. Donc du coup, bon ben non, ça n'arrive pas. Sans la présentation, donc pour faire une petite présentation de l'entreprise Graines de Choc. Donc en fait, j'ai découvert la Févrole en fin d'année 2017 par pur hasard sur une manifestation agricole où j'étais en visiteur avec des copines, dont une aujourd'hui maintenant qui est ma commerciale. Et puis, sur le stand d'une coopérative, les graines qu'ils collectaient étaient exposées, dont la févrole. Et j'avais jamais vu. J'étais à l'époque marchand de chevaux, cavalière professionnelle, donc j'avais quand même un pied dans le monde de l'agriculture. Et j'avais jamais entendu parler de cette graine. Donc, je m'interroge un peu. Il y a une personne de la coopérative qui discute avec moi et je lui demande pourquoi on n'en parle pas, à quoi ça sert. Et donc, il me dit qu'on la cultive uniquement pour les animaux. En discutant un peu, alors je lui demande pourquoi. Il dit ah bah si, je dis pourquoi c'est pas comestible. Il dit ah si c'est comestible, on l'exporte en Égypte. Là-bas les gens en consomment. Ah là voilà. Bah, voilà. À l'envers, mais c'est faut juste faire un petit tour. Bah, écoute, t'inquiète pas, je vais essayer de trouver la solution. Donc du coup voilà, donc il me dit en Égypte les gens en consomment, ça leur fait une protéine, ça leur fait une viande pas chère. Et je dis mais pourquoi en France on la consomme pas? Et là il me répond bah je sais pas, c'est pas dans nos mœurs. Et je me dis il faut quand même être, excusez-moi mais complètement crétin pour cultiver quelque chose, savoir que ça se mange, mais ne pas avoir l'idée de la manger et la vendre, l'exporter pour ça. Donc du coup ça me donne l'idée de faire quelques essais et très rapidement, je mets au point une pâte à tartiner, donc aux noisettes et cacao, à base de févrole, comme ça pour m'amuser. Et puis en faisant beaucoup de recherches sur la févrole, je me rends compte donc d'une part qu'elle a d'énormes intérêts agronomiques et environnementaux. Et puis d'autre part également d'énormes intérêts nutritionnels. Elle est donc très riche en protéines en effet, hein, avec environ 28-29% de protéines. Attention sur le produit sec, hein, le légume sec. Donc il faut une fois réhydraté ou cuit, ça en divise au moins par 2 voire par 3. Elle contient également beaucoup de fibres, peu de graisse, bon voilà. Et donc, je me rends compte que j'ai une pâte à tartiner à la fois très écologique si on compare avec une pâte à tartiner à base d'huile de palme qui va engendrer de la déforestation, plus des transports et donc voilà. Et puis une pâte à tartiner également très saine et en travaillant toute l'année 2018-2019, j'arrive encore à l'améliorer et à obtenir la lettre A donc du Nutri-Score. Donc voilà l'idée. Donc en fait, à partir de ça, donc on peut dire que l'entreprise, il y a 2 missions. Ça va être d'une part développer la filière févrole dans les Hauts-de-France en valorisant cette culture. Donc on l'achète directement aux agriculteurs. On a donné un prix à cette graine. Aujourd'hui, elle n'avait pas en France de valeur marchande. Elle valait, on va dire, entre 120 et 150 € la tonne. Donc, on a augmenté la valeur. On l'achète aujourd'hui environ 450-480 € la tonne aux agriculteurs pour leur donner envie de l'utiliser afin d'enrichir naturellement leur sol en azote et puis de préserver la biodiversité. C'est une culture qui est très mellifère. Donc voilà la première partie. Et ensuite, à partir donc de ça, ça va être d'améliorer le profil nutritionnel des produits de grande consommation, jugés aujourd'hui trop gras, trop sucrés. Donc on a commencé par les produits sucrés avec la pâte à tartiner. Où l'intérêt ici, c'est pour ça que j'aime pas parler trop de protéines végétales, c'est que l'intérêt dans le produit, sa valeur, c'est d'utiliser la graine de févrole entière, donc très peu transformée d'une part, et puis surtout de profiter donc de tout, et surtout sa forte teneur en fibres qui va permettre de baisser l'index glycémique du produit. Et je pense qu'aujourd'hui en France, on manque plus de fibres dans notre alimentation que de protéines.
globalement. Et donc, voilà comment on arrive à obtenir cette lettre A, parce qu'il y a quand même du sucre. On a en moyenne entre 29 et 30% de sucre ajouté dans la pâte à tartiner, mais avec un taux qui varie de 8 à 9 grammes de fibres au 100 grammes, donc qui est énorme, plus 8-9 grammes de protéines. Et on peut voir sur nos produits sucrés qu'on n'a pas d'allégation au niveau des protéines, et ça c'est important. Donc là, du coup, j'ai pas le schéma à vous montrer, mais nos produits sortent, que ce soit la pâte à tartiner, que ce soit les fondants au chocolat, ils sortent avec des allégations riches en fibres, donc ce qui veut dire un index glycémique bas, le sucre présent dans ces produits qui va être assimilé lentement. Vous n'aurez pas très peu d'incidence sur le taux de sucre sur votre glycémie. Ça, c'est l'intérêt donc de nos produits sucrés. Ensuite, on commence à développer une gamme salée avec des soupes de févrole notamment. Et pour le coup, là, qui sortent avec une allégation riche en protéines, parce que la soupe, la févrole, est très peu calorique, mais avec un taux de protéines intéressant. Les allégations riches en protéines, sources de protéines, sont calculées en fonction de la valeur nutritionnelle. Vous pouvez avoir beaucoup de protéines dans un produit qui est très calorique, vous n'aurez pas l'allégation riche ou source de protéines. Et puis, par contre, dans nos produits salés, on a des allégations sources de fibres. Donc, on voit que la tendance est différente, moins de fibres, par contre, là, plus de protéines. Et je reste, par contre, ça peut faire justement partie de ce qu'on disait, augmenter la teneur en protéines végétales dans notre alimentation. Par contre, dans les recettes qu'on peut proposer à nos consommateurs, on n'interdit pas, au contraire, de rajouter des œufs, du lait, parce que c'est ça aussi qui peut faire la diversité des recettes, qui peut faire qu'on va aimer plus ou moins tel goût, et justement avoir un équilibre au niveau de l'alimentation. Voilà ce que je peux dire au niveau de notre gamme de produits. Et donc, vraiment, pour nous, l'intérêt, c'est de transformer le moins possible notre matière première. Avant de prendre une question qui sont dans le chat, j'avais une question assez générale qui recoupe un peu tout ce que j'ai entendu. D'un côté, Céline nous dit qu'il y a une accélération, en fin de compte, de la production d'aliments végétaux suite, alors qu'on est toujours dans la crise du Covid. On a un consommateur qui de plus en plus veut une alimentation sécurisée, donc il confie ça à des industries agroalimentaires, alors que lui-même, il est un peu contre les industries agroalimentaires. Est-ce qu'on n'a pas aussi un problème, et on avait eu cette discussion avec Victor, de ne pas avoir une vraie politique, parce que là, on est en train de faire de l'agriculture on produit des aliments sans les agriculteurs qu'on a bien été content de trouver pendant la période du Covid. Victor, oui, moi, en fait, c'est le sujet que je maîtrise le mieux, que je connais le mieux, c'est la place des agriculteurs. Et donc, il est sûr que il y a différentes formes d'agriculture. Il y a une agriculture qui est plus ou moins soutenue. Il y a des systèmes de financement au niveau français, au niveau européen. Et pour l'instant, un choix est fait pour une agriculture intensive, une agriculture qu'on pense qu'on dit pouvoir nourrir plus de monde, pouvoir générer plus de viande, plus de produits. Finalement, c'est l'exemple de Emmanuel Macron qui, après le premier confinement, va en Bretagne dans une ferme qui faisait des tomates sous serre. C'est des choix politiques. C'est aussi des choix qui peuvent changer rapidement. Je pense à la politique agricole commune qui change tous les 7 ans et dont les critères d'attribution pourraient évoluer assez rapidement. Donc, je pense que c'est des débats qui sont en cours et qui sont très intéressants à suivre. Merci. Céline, je pense que c'est pour toi. Qu'en est-il du goût de ces alternatives végétales? Alors, je ne sais pas s'il y en a qui en ont goûté. Moi, j'ai goûté la pâte à tartiner de Béatrice. Je la connais très bien. Elle est très bonne. Oui, moi aussi. Qu'en est-il du goût de ces aliments? Ouais, moi aussi, j'ai beaucoup aimé la pâte à tartiner et j'attends avec impatience les nouveaux produits. Après, ça dépend. Il y a une grande diversité dans les sources de protéines végétales, donc les goûts sont aussi très différents. Il y a certaines, et puis aussi ça dépend du niveau de transformation, parce que
parfois, quand il y a un goût particulier, par exemple dans la protéine de pois, il y a aussi certains industriels qui ont réussi à neutraliser ça. Bon, vraiment, c'est extrêmement varié, mais il y a beaucoup de choses très intéressantes, à mon avis, à travailler dans des recettes. Hein. C'est plutôt positif que négatif en général. Là, si je remets ma petite casquette marketing, c'est vrai que là, pour l'instant, il y a beaucoup, on va dire, de MeToo, c'est-à-dire que voilà, on a fait de la pâte à tartiner parce que c'est aussi des références qu'on a qui permettent d'introduire. Puis après, je pense que la deuxième phase, ce sera finalement d'autonomiser ces produits-là vers quelque chose qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui. Moi, c'est vrai que j'ai goûté la pâte à tartiner. Moi, je suis pas consommatrice de pâte à tartiner, mais je l'ai goûté. Je trouvais que c'était à base de févrole, c'était une offre qui était très fraîche, qui était un peu entre du beurre et finalement des pâtes à tartiner classiques. Il y avait quelque chose de nouveau. Par contre, par exemple, la soupe, c'est super intéressant. C'est vraiment, voilà, comme on pourrait faire une soupe avec un mix de légumes qui n'a jamais le même goût parce qu'on n'a jamais les mêmes oignons, on n'a jamais les mêmes légumes qu'on va mélanger. Donc, c'est une nouvelle offre. Donc, je pense que la première étape, c'est découvrir en proposant des choses qui sont un peu proches des formes qu'on a aujourd'hui, puis après de s'en éloigner pour que ça puisse devenir finalement une alternative qui soit plus une alternative à la marge, mais qui peuvent être vraiment positionnées. Je pense par exemple au sarrasin. Alors, moi qui suis bretonne, je veux dire, une fois par semaine, quand j'étais gamine, on avait le vendredi galette. Voilà, bon, bah, c'était comme ça. Bah, aujourd'hui, c'est vrai qu'on fait redécouvrir. Moi, je suis allée au Japon et j'ai vu qu'il y avait des crêperies au Japon où les Japonais découvraient les galettes. Bah, au début, ils étaient un peu surpris. Ça a pris des formes de produits qui existaient. Puis après, maintenant, il y avait carrément des crêperies. Donc, je pense que ce qui est intéressant, c'est l'ouverture. J'ai vu qu'il y avait une question sur l'histoire des digestibilités des protéines. Alors, je ne sais pas pourquoi a été cette question. Tu vois, Béatrice, il y a peut-être des enquêtes. Oui. Moi, j'avais envie de te demander, Béatrice, c'est quoi tes problématiques aujourd'hui? Comment on peut t'aider? Alors en fait, nous aujourd'hui, donc notre produit phare, hein, c'est la pâte à tartiner, c'est surtout là-dessus qu'on mise aujourd'hui. Donc je dirais pas. Par contre, c'est un produit, pour revenir un peu sur ce que tu disais, on communique pas du tout pour ce produit-là sur la protéine végétale. On communique vraiment sur le fait qu'elle est plus écologique, elle est meilleure pour la santé, hein, parce que je suis d'accord que Nutella, si vous mangez une cuillère par jour, vous n'allez pas mourir. Encore une fois, on revient sur… Le problème, c'est les addictions. C'est quand vous élevez vos enfants au Nutella, au Coca, au hamburger, ils savent plus manger, ils ne savent plus manger que ça. Et le corps en redemande tout le temps et ça devient un problème. Le problème, pour moi, il est là parce que manger du Nutella une cuillère par jour, voilà. Mais qui saura n'en manger qu'une cuillère par jour? Le problème, il est là. Donc, nous, on communique vraiment là-dessus. On ne parle pas de protéines végétales. Elle est végétale parce que pour des soucis, en fait, microbiologiques, tout simplement, nous, on l'a, notre recette, on en avait une avec du lait qu'on a abandonné. Donc, mais ça ne dérangeait pas d'en avoir une qui contenait du lait. C'est vraiment, voilà, manger mieux et éduquez-vous, en fait, éduquez vos enfants, éduquez le goût. Et c'est ça qui est très difficile parce que vous avez d'un côté les gens qui sont fans de pâte à tartiner, quelle que soit la marque, hein, je dis Nutella, mais vous prenez toutes les marques qui sont beaucoup plus chères, qui ont le même cocktail, huile-sucre. Donc, ces gens qui vont demander ça et qui vont être surpris en mangeant notre pâte à tartiner par cette texture justement sans huile. Et puis, vous avez ceux qui ne peuvent pas en manger parce qu'ils savent qu'ils ont des problèmes de santé déjà, du diabète ou qui veulent manger bien et qui ne comprennent pas que justement notre pâte à tartiner, elle a ce nom-là, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas la consommer. Et en fait, on est un petit peu entre deux. C'est pas facile. Alors, faut que tu inventes une nouvelle dénomination. Comment? Il faut que tu inventes une nouvelle dénomination. On y a pensé. On avait pensé, est-ce que c'était vraiment le bon nom? Dans un deuxième temps ? À voir. Et on s'était dit, pourquoi pas, dans deux marques avec vraiment… On y avait pensé, hein, en se disant, est-ce que le nom peut poser problème? Après, il y a quand même tous ceux qui cherchent une alternative et là, qui sont contents de voir écrit pâte à tartiner. Voilà, c'est pour ça il ne faut pas opposer. Voilà. Je trouve que l'approche, elle est hyper intéressante.
qui est justement de dire on propose une alternative qui après devient quelque chose qui pourrait être… Parce que c'est pareil, c'est ce que tu disais, le goûter des enfants ou le petit déjeuner avec du Nutella. Je pense que tout le monde a compris que manger tous les matins du Nutella et en plus au goûter, c'est sûrement pas terrible. Donc, pourquoi pas une fois, si ça fait plaisir ou si c'est vraiment le goût, et une autre fois du beurre, et une autre fois que de la confiture. Et en fait, c'est cette variété-là. Et après, d'aller regarder la qualité. Où est-ce que ça a été produit? Par qui ça a été produit? Comment ça a été produit? Moi, j'ai vu un reportage qui n'a rien à voir sur le sujet, mais il y a 80% des décorations de Noël qui sont faites dans une seule usine en Chine. Je me suis dit, purée, il y a des startups là. Il faut absolument que vous trouviez une solution pour qu'on fasse des décorations de Noël en France un peu différentes. Et bien là, c'est pareil. C'est vrai, c'est ça. Et en fait, des goûters des ados, c'est avec des produits Ferrero, qui quand même le succès de l'année, c'est un produit, les cards, je sais pas quoi là. C'est très bon, hein, j'ai pas de souci. Voilà, mais c'est vrai que… De ne pas prendre un pain au chocolat, de pas prendre, de goûter un nouveau, je sais pas. Donc vraiment, je pense que là, il faut qu'on éduque les enfants à cette variété et à savoir d'où ça vient. Qui l'a fait? Alors, et après, on se dit, ouais, moi, j'ai pas de souci. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on achète un vêtement, ça a été fait par qui, où, et après, je choisis si je veux mettre 5 € ou 95 €. Tout à fait. Et après, je dis, j'en veux combien? Je dis, je préfère 95, mais ce sera une fois par mois. Voilà. Et je pense, par contre, la transparence. Alors, je pense qu'aujourd'hui, si on savait que toutes les boules de Noël, de nos sapins, sont faites, regardez sur Arte, ça dure 28 minutes. Moi, ça m'a scotché, parce qu'en ce moment, on peut regarder le soir. Hein, donc, je regarde des mini-reportages d'Arte. Et ben, ça m'a scotché, parce que je ne savais vraiment pas que tout venait d'une seule usine avec des pauvres dames là, qui n'en peuvent plus des boules de Noël toute l'année. J'imagine. Mais l'être humain a du mal à changer. Il veut, mais d'un autre côté, il voudrait changer. Enfin, nous aussi, le problème qu'on a, c'est pas forcément nos consommateurs. Là, tout à l'heure, je faisais la tournée un peu de nos magasins. On a un magasin bio qui nous a référencé il n'y a pas longtemps. Et elle dit, les gens qui sont venus acheter un pot sont venus en redemander un deuxième. On est content quand on entend ça, donc ils n'ont pas été déçus. Et par contre, beaucoup de dirigeants ou les plateformes pour rentrer en grande surface sur les plateformes, pour être sur une plateforme, souvent ceux qui ont goûté disent oui, mais c'est trop différent. C'est trop différent, c'est pas le produit de tout le monde et on n'ose pas. Et c'est plus les dirigeants qui ont peur de se lancer en leur disant bon, prenez peut-être pas un trop gros risque quand même. Béatrice, là, tu poses aussi le problème de qui décide ce qu'on mange. C'est ça. Qui décide ce qu'on mange. Donc, si c'est un groupe d'acheteurs, alors je vais te dire c'est caricatural, mais il y a très peu de femmes acheteuses, hein, donc tu vois déjà. Donc, la mixité, la diversité dans les achats, elle n'existe pas. Donc, aujourd'hui, on se retrouve avec quelque chose qui n'est pas le reflet de ce que nous on demande. Donc, c'est pour ça que je prône vraiment la mixité, la diversité, mais ça paraît tellement évident. C'est-à-dire que moi, j'ai été en marketing, j'ai été trade marketing. C'est-à-dire, j'ai été vendre mes produits à des acheteurs de la grande distribution. Je vous raconterai ça dans un autre webinaire. Céline, je voulais rebondir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure et quelque chose que je voulais mettre en parallèle avec quelque chose qu'avait dit Victor. Victor disait on ne paye pas la viande assez chère en France et d'un autre côté on entendait la protéine végétale telle que tu nous la présentes. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de recherches de R&D, c'est quand même relativement cher. C'est-à-dire ce qui a par exemple été mis en vente à Singapour. Attends, là déjà c'est deux choses différentes. Il y a beaucoup de choses différentes. Il y a tout ce qui est végétal et la viande in vitro. Ce qui est végétal, donc les produits ultra réalistes qui vont vraiment essayer d'imiter la viande, aujourd'hui peuvent être plus chers que la viande, pas systématiquement. Il y a également des cas, des produits, des startups qui proposent des choses avec des prix comparables aux produits animaux, donc c'est pas systématiquement plus cher. Pour ce qui est de la viande in vitro, on en est au premier prototype, on n'est même pas encore au stade industriel. Le stade industriel, normalement, c'est l'année prochaine. Donc forcément, on a des coûts encore très, très élevés et selon beaucoup de probabilités qui resteront longtemps très élevés parce qu'il faut des investissements considérables derrière. Donc ça, de toute façon, ça ne sera pas mainstream demain, ça c'est sûr. Est-ce que… Ah, professeur, excusez-moi, oui, je vous en prie. Une petite remarque, il y a une question que j'ai vue de notre collègue Jean-François Auquet concernant la viande in vitro. Il a écrit quelque part dans le chat, là, il dit attention parce que la viande in vitro, on ne peut pas l'avoir sans hormones. C'est faux. C'est des bonnes questions, ça, parce qu'actuellement, par exemple, il y a hélas encore une partie du grand public qui croit qu'il y a des hormones dans la viande de bœuf, alors qu'il n'y en a pas, c'est interdit. Aux États-Unis, il peut y avoir encore un peu, mais là, ce n'est pas le cas. Donc finalement, on va avoir un autre type de problème, il vaut mieux les réfléchir avant.
à savoir que dans ces débats-là, une viande in vitro qui est meilleure pour la santé, ben, je ne le pense pas, mais je pense qu'il y aura bien des gens à le dire, en porte. Eh ben, finalement, elle nous apportera plus d'hormones que ce bon vieux steak qui est né sur les prairies. Donc, faut que vous vous attendez, juste, excusez-moi, c'est un sujet que je suis vraiment au jour le jour. Alors, ce n'est pas le... Jean-François Auquel, oui, j'ai répondu dans le chat. Ah, bien sûr, j'échange beaucoup avec Jean-François et je lui ai répondu sur le chat avec une source, entre autres. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un certain nombre de startups qui annoncent qu'elles n'ont pas besoin d'hormones. Donc après, les processus, elles en expliquent une partie, et une partie qui reste confidentielle puisque c'est un secteur ultra compétitif. On peut les croire, on peut ne pas les croire. Évidemment, il faudra vérifier. Mais aujourd'hui, donc il y a des startups qui annoncent qu'elles se passent de sérum fœtal bovin, qui se passent d'hormones, qui ne font pas des OGM. C'est pas forcément les mêmes. Certaines vont faire des OGM et pas utiliser de sérum fœtal. Certaines vont utiliser des hormones et être OGM, etc. Mais il faut regarder de près ce qui se fait. C'est un secteur qui évolue beaucoup et certains verrous ont été levés récemment. J'ai publié ce matin un article dans LinkedIn pour faire le point sur ces sujets. Et si vous voulez des sources, il y en a dans le chat, mais je peux vous en envoyer d'autres. Est-ce qu'on arrive à la fin de ce webinaire et je regardais le chat et je regardais tout ce que vous me disiez tous et je crois qu'il y a un point commun et je pense que je vous demanderai de conclure là-dessus et je parle la parole à Victor. Est-ce que le goût, c'est pas le point commun? Parce que tout le monde nous dit mais il faut que s'il y ait du goût, il faut que ce soit goûteux, il faut que ce soit bon. Victor, est-ce que c'est pas ça le point commun à tous ces produits dont on parle? J'espère que ça l'est. J'espère que ça l'est si on est en recherche de. J'espère que ça l'est. Je crois que malheureusement, les questions du prix des aliments, les questions de l'accessibilité, les questions de l'éducation sont des questions qui sont primordiales qu'on n'a peut-être pas eu le temps d'aborder ensemble. Je pense que malgré tout, que la question du bon et du mauvais aliment est une question qui est fondamentale. Et cette question repose sur l'accessibilité, sur l'éducation, sur tout un tas de critères qui sont assez difficiles à faire évoluer. On mange généralement comme on nous a appris à manger, on a des schémas familiaux qui sont très forts, il y a des zones de France qui sont plus ou moins bien achalandées, il y a eu des efforts qui ont été plus ou moins faits dans les écoles, dans les lycées pour pouvoir donner aux gens la possibilité de faire des choix conscients par rapport à l'alimentation. En tout cas, en ce qui me concerne, moi, le goût est fondamental et je suis assez excité et assez heureux de ce que je vois aujourd'hui partout en France avec des éleveurs, avec des agriculteurs qui s'attellent à cette recherche du goût et à la diversité des goûts. Je pense que peut-être qu'on voit un début de changement où après une grande uniformisation qui a fait que tous les steaks pouvaient se ressembler, tous les jambons avaient la même couleur et après une période où on a pu croire que toutes les viandes se valaient, on découvre en fait une diversité formidable qui a failli disparaître ces dernières années. Donc ça c'est par rapport au mode d'agriculture, par rapport à la diversité des animaux, la diversité des races des animaux. Et je trouve que tout ça est formidable et assez porteur d'espoir. Céline, professeur Legrand, oui, évidemment, c'est un grand chantier. Mais, par exemple, moi, je viens de faire une série d'entretiens sur notamment les protéines végétales et les autres sources de protéines aussi. Mais un des grands freins qui est souvent cité, c'est justement le problème de compétences culinaires dans les cantines et le fait que les personnes qui sont chargées de faire la cuisine, souvent déjà ne font plus la cuisine, ne font plus que réchauffer. Ou même quand ils font la cuisine, ne savent plus comment préparer les protéines végétales. Et là, on parle vraiment de choses très basiques, de ce qui existe déjà, de faire des lentilles, des pois chiches, etc. Donc on part de très très loin et je pense qu'il y a vraiment des efforts à faire en termes de formation budgétaire, etc. Il y a un grand plan de protéines, on n'en a pas parlé, mais qui vient d'être dévoilé, qui va financer d'ailleurs un certain nombre de ces filières, comme la filière Févrole. Et j'espère, j'ai pas regardé, mais j'espère qu'il y a un budget qui est prévu sur cette éducation à l'alimentation et aussi sur la formation du personnel de cantine, parce que ça me paraît vraiment incontournable. Nathalie, professeur Legrand. Nathalie, tu voulais conclure?
Alors, j'ai repris là justement dans la discussion. Donc, effectivement, on voit bien que c'est l'éducation qui est vraiment au cœur de notre problématique. Alors, on parle du goût, mais le goût, moi, je pense qu'il ne faut pas trop s'avancer aussi parce que le goût, c'est à la fois effectivement l'éducation et c'est culturel. Donc, quelque chose que vous allez. Enfin, il n'y a pas d'universalité du goût. Par contre, il y a une universalité de la variété. Et donc, ça, c'est de la connaissance de tous les aliments qui existent dans un certain environnement. Donc, je pense qu'il faut vraiment là qu'on puisse. Alors, c'est le CNA pour répondre dans le chat. Guillaume Garot, il est président du CNA, Conseil national de l'alimentation, et il y a un gros projet. Donc moi, je vous invite à ce qu'on reprogramme peut-être une visio de travail pour ceux que ça intéresse. Vous nous mettrez sur le chat pour justement comment est-ce qu'on peut vraiment porter ce sujet de l'éducation, parce qu'on le voit que dans une classe, quand on informe sur les produits, qu'on informe sur les recettes, qu'on informe sur la cuisine, comme le disait dans le chat, des parents ne sont déjà déconnectés. Donc, il faut vraiment reprendre à la base. Et on voit que ça va dans les deux sens. Ça va des parents vers les enfants, ça va des enfants vers les parents. Donc, il faut qu'on puisse proposer un programme d'éducation à découverte des aliments dans les écoles. Donc, moi, je vous propose vraiment qu'on continue la discussion. On va programmer une visio pour voir comment. Je vous propose même, puisque Guillaume Garot, il est juste en dessous de mes bureaux, puisqu'on est en Mayenne et qu'il est député de la Mayenne, de le solliciter à participer à notre visio, de voir qu'est-ce qui est en train de se faire et comment on peut finalement tous, chacun qu'on est, participer à cette remise à plat de la diversité qui finalement réconciliera tout le monde. Professeur Legrand parce qu'il veut le nouvel omnivore, Victor parce qu'il veut effectivement avoir des élevages qui proposent des produits de goût intéressants avec des agriculteurs, avec une vraie logique. On refasse découvrir le salon de l'agriculture à Paris n'a aucun intérêt. Par contre, de le décentraliser et de faire découvrir toute la variété de l'agriculture française au lieu de monter les vaches à Paris et d'aller descendre les élèves moi, je pense que ça, c'est un projet qu'on a avec Sandrine. C'est quand même différent d'aller monter. Comme le dit Sophie Benazet sur le chat, c'est le rôle de l'association L'École Comestible qui est portée par ma confrère Camille Labro. J'encourage tout le monde à aller voir. Eh bien, très bien. Elle fait un travail fascinant dans les écoles, qui est un travail éducationnel pour à la fois de la semence à l'assiette. C'est une initiative que j'ai entendu parler, notamment il y a Stéphane Brunery qui était lors d'un premier webinaire qui a participé justement à Blois à cette initiative. Donc, ça repart de là. Donc, au lieu de chercher à donner des notations des produits, à exclure, repartons de la base, allons dans les écoles, expliquons ce que c'est les aliments, d'où ils viennent, expliquons des petites recettes simples. Ça va rentrer dans les familles, montrer que la variété… Et on met aussi en parallèle le coût et on voit bien que justement même ça permet d'avoir un budget qui est même limité, qui est vraiment très intéressant. Voilà, Anne-Claire a partagé effectivement l'école comestible. Donc moi, je vous invite à vous manifester pour une prochaine visio. On sera peut-être très nombreux, où je demanderai à ce moment-là à Guillaume Garot aussi de venir nous expliquer ce que fait le Conseil national de l'alimentation, parce qu'il vraiment, il veut promouvoir l'éducation et je pense que, voilà, quitte à ce qu'on ait à nouveau un ministère de l'alimentation un jour, parce que c'est un véritable enjeu entre les agriculteurs, la nutrition et les alternatives. Il ne faut pas qu'on se laisse finalement envahir par des choses qui viendraient d'ailleurs, alors qu'on a des choses très intéressantes aussi à faire en France. Merci à tous. Juste pour compléter ce que tu disais sur le salon de l'agriculture, la seule chose intéressante cette année, vu qu'il y a le Covid et que voilà, et que ça a créé quelque chose de bien, vu que la FNSEA a annoncé qu'en fin de compte, ils allaient décentraliser le salon de l'agriculture et aller dans les régions pour aller présenter aux enfants, aux populations, ce que c'était des animaux, une ferme, des agriculteurs. Et donc ça, c'est plutôt bien qu'au lieu de les mettre à la porte de Versailles, on en avait déjà parlé. Professeur Legrand et Béatrice, on lui donnera le mot de la fin parce qu'elle nous a appris quelque chose aujourd'hui autour de la févrole. Professeur Legrand, avant de nous souhaiter bonne année et bonne fête, je vous donne le mot. Moi, je suis ravi, merci de votre invitation. Les mots-clés, c'est effectivement éducation alimentaire, parce que là, il y a du boulot, avec évidemment, et c'est mon discours, il faut que ceux qui éduquent soient compétents. Bon, ça, c'est un minimum, c'est-à-dire des diètes pour la partie nutrition, des gens qui connaissent bien l'agriculture pour la partie agricole. Donc, éducation, c'est bien plus puissant que tout le reste, éducation compétente. Et puis, effectivement, surtout l'équilibre nutritionnel inné de l'omnivore. Bon, c'est un discours facile, mais je pense que la plupart des gens, c'est pas ceux qui parlent, mais ils ont ce bon sens-là. Donc, je suis très, très optimiste. Il n'y aura pas tant que ça d'éviction dans l'avenir d'ici une dizaine d'années. Et puis, et le troisième point que vous avez dit, c'est tout ce qui est convivialité, parce que
c'est trop triste de stresser pour recevoir des gens, et c'est trop triste pour ceux qui ont des modes alimentaires de se dire qu'est-ce qu'on va manger, etc. La convivialité dans ces temps difficiles, c'est quand même vital, et l'alimentation est un ciment social. Donc le lien social aussi, avant tout. Pour le reste, je dirais, eh bien, bonne année, et puis tâchez de goûter plein de bonnes choses. Béatrice, cette févrole, alors pour 2021, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, hein? Eh bien, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Si on pouvait réussir à rentrer sur une plateforme nationale et au moins distribuer en national, que tous les consommateurs en France puissent avoir accès facilement à nos pâtes à tartiner pour leurs enfants, ce serait l'idéal. Ce serait déjà bien. Hein? Et puis, je voulais remercier Marie-Laure Eustache et puis Monsieur Hoquette qui ont partagé un document sur le flexitarisme. Ils nous avaient contacté, mais on avait déjà bouclé la table ronde, mais on espère les recevoir sur un prochain webinaire et je les remercie du partage. On se revoit au mois de janvier. Le sujet, on l'a pas encore défini, mais ce sera sûrement un sujet santé. Tu peux remontrer le livre de Victor, de ta bibliothèque de fausse bibliothèque, voilà, tip top. Voilà le manuel du mangeur écolo. Je profite Et je pour remercie Madame Julie. Voilà. Laura Zouili qui à chaque fois nous présente des auteurs, notamment qui est aussi l'éditrice d'ailleurs de Philippe Legrand, mais de Victor Coutard, qui à chaque fois à nos webinaires nous présente des auteurs et c'est toujours très intéressant parce que à partir du moment où on a posé dans un livre, ça permet aussi de partager. Alors au sens voilà. large. On a eu beaucoup de questions pour toi, Céline. Je vais t'envoyer le chat, hein, comme ça tu pourras peut-être répondre aux personnes directement. J'ai essayé de répondre au fur et à mesure. Je sais pas, j'ai peut-être loupé des questions, mais. Et on nous a posé la question de savoir si on pouvait partager ta présentation. Tu nous diras la réponse. La vidéo sera partagée de toute façon, donc voilà. Pas de souci. Ouais. Eh bien, écoutez, je vous remercie à tous. Nathalie. Ouais, je voulais finir. Pour aider Béatrice, vous pouvez aussi commander sur son site et sur WOMUP. Je vais vous mettre le lien. Sur WOMUP Marketplace, vous pourrez découvrir plein de produits et commander aussi les produits de Béatrice. En fait. Super. Merci beaucoup à tous. Donc on a compris qu'on ne serait pas tous végétariens, mais qu'on serait omnivores et puis qu'on serait flexitariens. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce on continuera à manger des bonnes viandes et puis des bons légumes. Voilà. Et puis, on va peut-être se remettre à cuisiner, ce qui était bien pendant le confinement. Je vous souhaite de bonnes fêtes à tous. Merci à tous, Béatrice, Victor, Philippe, Céline, Nathalie. Et on vous dit à l'année prochaine maintenant. Bonne année. Merci. Merci à tous. Hein. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.